Nous voyons un adolescent stupide dans une salle de classe, et les élèves sont assis et passent des examens. L'inscription sur le tableau dit « Examen d'entrée au lycée ». Le garçon se présente comme Mofan et dit qu'il est en 3e. Il dit que l'examen d'entrée au lycée l'a presque rendu fou, et ce n'est pas parce qu'il est un mauvais élève, mais parce que l'examen portait sur la magie. Le garçon est le premier à quitter les lieux de l'examen, la cloche sonne et les élèves sortent en masse des locaux de l'école. Il dit que depuis qu'il s'est endormi avec un pendentif il y a 3 mois, tout a changé pour lui. Il dit que tout le monde ne parle que de magie. Un groupe de garçons marchant derrière lui parle de lui, disant que puisqu'il a rendu sa copie d'examen tôt, il n'a pas dû comprendre le sujet. Mofan arrive à l'entrée de l'école et s'arrête net. Une en particulier se distingue pour lui. Il s'approche d'un vieil homme portant une chemise blanche et faisant les 100 pas et lui demande ce qu'il fait là. L'homme est son père et il répond qu'il est là pour venir chercher Mofan. Il demande à Mofan comment s'est passé son examen et Mofan pense en lui-même que son examen était un désastre. Il dit qu'il a étudié pendant 3 mois, mais que l'examen couvrait 9 ans de matière et semble penser que les chances étaient déjà contre lui et qu'il n'a aucun espoir de réussir. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il lui a trouvé un emploi de chauffeur dans la ville voisine. Il dit que son oncle Guangfeng lui apprendra et que le salaire est bon entre 4000 et 5000 par mois. Il dit à Mofan que commencer à travailler jeune n'est pas mal. Mofan dit à son père qu'il veut étudier pour devenir mage. Son père reconnaît ses désirs, lui dit qu'il sait que Mofan a des projets qui n'impliquent pas d'être chauffeur comme lui et lui dit qu'il sait que ses notes d'examen ne sont pas assez élevées pour répondre aux exigences d'entrée. Mofan dit à son père qu'il est sérieux au sujet de son ambition. Il se dit qu'il ne veut pas être un perdant dans aucun monde, que ce soit l'ancien monde ou le monde magique. Son père lui dit qu'il y réfléchira s'il est sérieux. Mofan est heureux et il remercie son père et promet de devenir un grand mage respecté par tout le monde. Son père rit, le prend par la main et le ramène à la maison. Il marche avec un garçon plus jeune, Xiao Hu, qui lui dit que quelqu'un appelé Mu Ningxue est revenu de la capitale. Il dit qu'il l'a vue ce matin et qu'elle est encore plus jolie qu'avant. Mofan répond de manière non engagée et le garçon est choqué. Il commente le fait que Mofan n'a pas répondu et Mofan lui demande comment il est censé répondre. Il demande à Mofan s'il est excité et Mofan ne répond pas à nouveau. Mofan et le jeune garçon passent devant les portes d'une grande maison. Mofan s'intéresse aux 2 hommes qui se tiennent et parle près de la porte. L'un des hommes est le père de Mofan, et il supplie l'autre homme d'utiliser son influence pour faire admettre Mofan à l'école de magie. L'homme évoque le crime de Mofan d'avoir tenté de s'enfuir avec l'héritière de la famille Mu et demande pourquoi il devrait l'aider. Son père admet que c'est la faute de Mofan et implore de l'aide en raison de son service fidèle à la famille Mu. L'homme refuse de l'aider et réprimande le père de Mofan. Son père jure de faire n'importe quoi pour obtenir de l'aide. L'homme dit qu'il envisagera d'aider Mofan si son père lui promet sa maison. Il veut le terrain. Le père de Mofan engage la maison à l'homme. Mofan se tient à l'extérieur de la porte, regardant la négociation. Ce soir-là, pendant le dîner, le père de Mofan lui annonce la bonne nouvelle qu'il a été admis à l'école de magie. Mofan a l'air triste à cette nouvelle. Son père ajoute aussi qu'il va louer la maison et donne une excuse. Mofan se redresse et expose ses grands projets, et son père rit. Plus tard, Mofan écrit le nom de Mu Ningxue dans son cahier. Il repense au moment où elle l'a approché et lui a dit de partir avec elle. Cela vaut à son père une sévère réprimande de la part du père de celle-ci et un avertissement de casser les jambes de Mofan s'il revoit Mu Ningxue. C'est le premier jour à Sky Magic High School. Les nouveaux élèves sont accueillis dans l'école. Ils sont nerveux car c'est aussi le jour de leur éveil magique. Les garçons parlent des talents magiques qu'ils aimeraient avoir. Dans la classe 8, première année, le professeur leur explique à quoi s'attendre d'un éveil magique. Ils reçoivent chacun un badge et lorsque leur magie s'éveille, le badge changera à sa couleur correspondante. Il explique que le cyan correspond au vent, le rouge au feu et l'or à la lumière. Dès que le professeur cesse de parler, le pendentif d'un garçon commence à briller. Lorsque le professeur arrive au bureau de Mofan, il se présente, un des garçons commence à le taquiner sur la façon dont il est entré à l'école, quelqu'un prend sa défense. Juste à ce moment-là, Mubei est appelé pour éveiller sa magie. Il pose sa main sur le cristal et il brille en bleu. Il a le talent de glace. Le professeur explique que les étoiles sur les badges montrent la force de leur talent. Les élèves s'émerveillent devant Mubei. Les garçons montent un par un pour éveiller leur magie. Mofan monte et pose sa main sur la boule de cristal. Il est transporté dans un royaume avec différentes couleurs devant lui. Il pense que sa lumière brille en violet. Sa lumière brille en rouge à la place, mais personne n'est là pour le voir car ils sont distraits par l'éveil d'un talent de foudre dans la classe d'à côté. Tout le monde est excité par l'éveil du talent de foudre.
Le garçon qui l'a éveillé s'appelle Xu Xiaoting. Quelqu'un mentionne que à peine une personne sur 1000 peut éveiller le talent du tonnerre. Le professeur de Mofan est l'un des spectateurs et dit que le professeur du talent du tonnerre doit être ravi d'avoir un tonnerre dans sa classe, car c'est l'élément le plus puissant. Les yeux de Mofan s'ouvrent et il découvre qu'il est laissé seul dans sa classe et il pense qu'il a encore voyagé dans le temps. La sphère sous sa main brûle. Il s'exclame que c'est tellement chaud et il réalise qu'il a éveillé le talent du feu. Il se remémore son temps dans le royaume des poussières d'étoiles et pense qu'il a éveillé à la fois les talents de feu et de tonnerre en même temps. Ses camarades de classe entrent dans la salle. Ils se demandent pourquoi il est encore debout avec sa main sur la boule de cristal. Ils commencent à se moquer de lui, puis voient l'orbe briller en rouge. Ils sont surpris que Mofan ait éveillé le talent de feu. Son professeur s'approche de lui et confirme qu'il a effectivement éveillé le talent de feu. Il dit cela à Mofan, et Mofan est surpris. Ses camarades de classe sont perplexes et se demandent comment un perdant comme Mofan a pu éveiller le talent du feu. Le garçon assis devant lui le félicite, disant que seulement 2 personnes dans leur classe ont éveillé le talent du feu. Musha est agacé par ce développement. Mofan est amusé que son acte d'éveiller le talent du feu ait causé tant d'agitation parmi la classe et pense à propos de se vanter auprès d'eux, qu'il est un génie et qu'il a éveillé à la fois les talents de la foudre et du feu avec une chance sur 1000, mais décide de le garder caché. Il dit que si ses camarades de classe savaient qu'il avait éveillé la foudre auparavant, ils en resteraient bouche bée. Il exulte mentalement, mais garde un visage impassible devant ses camarades. 2 mois plus tard, la classe reçoit un cours sur la poussière d'étoiles dans la salle audiovisuelle. Le professeur leur dit que la poussière d'étoiles formera leur monde spirituel après l'éveil de leur talent. Il leur explique qu'il y a 7 étoiles dans la poussière d'étoiles qui tournent librement et que s'ils se concentrent pour les contrôler avec leur esprit et faire en sorte que leurs mouvements aléatoires suivent des orbites strictes, cela signifiera qu'ils ont complété le lancement de la magie. Il dit que le processus est comme jouer au domino. Il dit aux élèves qu'une fois qu'ils perdent le contrôle d'une étoile particulière, ils devront recommencer. Cela signifie qu'ils doivent connecter les orbites des 7 étoiles en même temps. Le professeur appelle Mubai pour faire une démonstration. Il réussit à contrôler 5 des étoiles et son professeur est satisfait. Il complimente Mubai et souligne que les 5 étoiles sur son badge brillent. Il explique que Mubai a pu connecter 5 étoiles en même temps pendant l'entraînement. Le professeur leur dit que s'ils peuvent connecter les 7 étoiles en même temps, ils invoqueront le pouvoir de glace rampante. Il leur dit de prendre Mubai comme modèle et de travailler dur. Les étudiants conviennent que Mubai est incroyable et ils se comparent à lui. Ils parlent de la difficulté de contrôler les étoiles. Leur professeur leur rappelle que la difficulté à contrôler les étoiles est proportionnelle à leur capacité et à l'effort qu'ils fournissent. Il leur dit qu'ils doivent utiliser leur esprit pour contrôler chaque étoile. Juste à ce moment-là, la cloche sonne et il se moque de Mofan pour n'avoir qu'une seule étoile. Son ami vient à sa rescousse et quelques filles rient de lui et l'appellent un perdant. Mofan sort de la salle. Sur le chemin du retour, il passe devant une école de filles. Il se rend au temple de Nanshan où il décide de s'entraîner. Son aura devient violette et il échoue à connecter la dernière étoile. Il quitte cet endroit et court vers un terrain de jeu où il voit sa sœur Xingxia attendre sur les balançoires. Il l'appelle et il se salue. Il regarde autour de lui et voit des gens peu recommandables sur le terrain de jeu. Il semble qu'il harcèle Xingxia. Mofan se dirige vers eux. Le chef a pris son fauteuil roulant et dit qu'il le rendra quand Xingxia décidera d'être sa petite amie. Les garçons peu recommandables parlent de Xingxia. Mofan s'approche d'eux et les interpelle. Il lui demande s'il pense être à la hauteur face à 4 d'entre eux. Il le provoque et le chef dit à Mofan que sa sœur devrait être contente qu'il l'aime bien. Ils lui disent de dégager et il recule pour se battre. Il connecte les 7 étoiles et obtient le pouvoir du tonnerre. Il envoie le tonnerre vers eux et les électrocute tous. Ils ont peur parce qu'il est un mage. Et ils se rendent à lui, il leur dit de dégager et ils le font. Sa sœur est stupéfaite. Il lui apporte son fauteuil roulant et elle lui dit qu'il est incroyable. Chez Mubai, son oncle lui demande comment se passent ses études. Il lui dit qu'il peut contrôler 5 étoiles. Son oncle lui dit que s'il réussit bien cette fois, il trouvera un moyen d'obtenir le bracelet étoilé pour lui. Mubai promet de travailler dur et son père lui dit que l'examen final sera un grand moment et que l'héritière de la famille Mu sera là, donc il doit faire en sorte qu'elle se souvienne de lui. L'homme demande des nouvelles de Mofan. Mubai rapporte que Mofan ne peut pas contrôler une étoile et qu'il est en bas de la classe. Il complote pour expulser Mofan s'il échoue aux examens parce qu'il pense qu'il est ordinaire. Mubelu, son oncle. Mofan est dans le bain quand il se souvient de l'avertissement de sa tante. Il pense à comment les monstres entourent la ville et combien il est dangereux pour son père de travailler à l'extérieur de la ville. Mofan conclut que maîtriser la magie du tonnerre l'aidera à maîtriser la magie du feu. Il essaie de connecter les étoiles dans sa magie du feu et ne parvient qu'à chauffer l'eau de son bain et à se brûler.
Il saute hors du bain et s'habille. Juste à ce moment-là, sa sœur vient l'informer que leur tante a préparé des gâteaux. Elle lui demande pourquoi sa peau est si rouge et il dit que l'eau de son bain était trop chaude. Xingxia lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il maîtrise la colère du tonnerre si rapidement. Elle lui demande comment il a pu le maîtriser en moins de 6 mois, et si c'est grâce à la curie noire. Il ne sait pas ce que c'est et elle explique que c'est une secte qui aide les gens à maîtriser facilement leur talent. Il lui dit qu'il a d'abord éveillé son tonnerre et qu'il s'entraîne en privé et que personne n'est au courant. Il ramène Xingxia dans sa chambre et réfléchit à ce qu'elle lui a demandé. Il dit que puisqu'il ne peut révéler le feu que devant les autres, le tonnerre sera son atout. Il décide de pratiquer le feu pour ses examens. Mo-Fan entre dans une classe et est surpris de voir que la plupart des sièges sont déjà occupés. Il se retourne et se retrouve face à une belle femme. Sa bouche s'ouvre de surprise et elle lui dit de trouver un siège. Elle se présente comme Tang Yue, leur nouvelle professeure de magie pratique. Elle demande aux élèves combien d'entre eux ont éveillé le feu. Ils se lèvent. Les camarades de classe de Mo-Fan le taquinent. Tang Yue envoie une boule de feu sur le mannequin cible et l'incinère. Elle dit que le sort qu'elle a lancé est une magie de feu de niveau, un appelé explosion de feu. Et c'est l'un des sorts les plus puissants en magie élémentaire. Les étudiants sont émerveillés et Mo-Fan est excité. Mushi et son oncle se tiennent à côté d'une piscine dans un complexe de luxe. Mubai demande à son oncle s'il veut forcer Mo-Fan à abandonner. Il dit à son oncle qu'il ne pense pas que Mo-Fan soit incompétent. Il dit à son oncle qu'il pensait que seuls les étudiants qui avaient obtenu un D aux examens finaux étaient éligibles pour abandonner. Son oncle dit qu'il a un plan de secours. Il sort une pilule noire de la poche de son costume et la montre à Mubai. Mubai demande à son oncle ce que c'est et il lui dit que c'est une pierre noire qui peut absorber l'énergie magique et la lumière de la boule de cristal. Il dit que la pierre est sûre de faire échouer Mo-Fan à l'examen et d'obtenir un score encore pire qu'un D. Mubai lui demande si la pierre affectera tout le monde puisqu'ils utilisent tous la même boule de cristal. Son oncle lui dit que cela n'arrivera pas et que l'examinateur travaille pour lui et vérifiera la boule de cristal avant que chaque étudiant passe le test. Et appliquera la pierre quand ce sera le tour de Mo-Fan et l'enlèvera avant que l'étudiant suivant ne passe son examen. Mubai dit que son oncle est intelligent. Son oncle dit que Mo-Fan a offensé la famille Mew et qu'ils ne peuvent pas le laisser s'en tirer. Ils rient tous les deux méchamment. Mo-Fan se tient dans la salle de classe de magie pratique et essaie de contrôler les étoiles avec sa magie de feu. Il ne parvient à contrôler que 5 étoiles qui s'éteignent rapidement et il est abattu parce que l'examen de fin d'année est en moins d'un mois. Il s'allonge sur le sol de la salle de pratique. Il pense que s'il peut exploiter toute sa puissance de feu, il pourra impressionner la famille Mew. Il se relève et essaie à nouveau, mais découvre que son énergie magique est épuisée. Il pense que ses pouvoirs ne sont pas assez forts et s'assoit pour méditer. Il essaie à nouveau de connecter les étoiles et en obtient 5. Le lendemain, le professeur parle de la boule de cristal. Il dit que c'est une pierre magique qui mesure les pouvoirs magiques. Il dit que plus la pierre brille, plus la personne détient de pouvoir. Il explique que les étudiants seront notés en fonction de leur luminosité, avec A comme la meilleure note et D comme la plus basse. Il leur rappelle que les étudiants qui obtiennent un D seront obligés de quitter l'école. Mubai demande si la libération magique sera testée. Le professeur dit que ce n'est pas obligatoire et ajoute que tout élève capable de le faire sera déplacé dans la classe d'élite et recevra un bracelet étoile. Mubai dit que le bracelet étoile sera le sien. Le jour de l'examen final est arrivé. Les étudiants s'alignent dans la cour, attendant que l'examen commence. Mo-Fan se tient à l'arrière de la file, ce qui signifie qu'il sera la dernière personne à être testée. Le principal monte sur la scène avec monsieur Mu, professeur Mu, et Mu Ningxue. Ningxue a l'air ennuyé par les événements et garde un visage impassible. Le principal fait un discours et présente le professeur Mu et Mu Ningxue comme leurs invités spéciaux. Le professeur Mu fait un discours et dit qu'il est enthousiaste à l'idée de rencontrer la nouvelle génération de mages. Un garçon fait une remarque sur la beauté de Ningxue, ce qui déclenche une discussion sur ses dons et son pedigree. Mubai lui sourit avec mépris et complote contre Mo-Fan. Il pense qu'il le forcera à abandonner devant Ningxue et causera l'embarras de Mo-Fan. Le principal remercie le professeur Mu pour son discours et appelle Ningxue à démontrer sa magie. Elle pose sa main sur la boule de cristal, la gèle et la fissure. Mo-Fan se demande quand elle est devenue si puissante. Après sa démonstration, l'examen commence avec le premier étudiant appelé à la tribune. L'examen est bien avancé et les étudiants sont nerveux. Monsieur Xu réconforte une étudiante qui pense qu'elle sera expulsée parce qu'elle est sûre d'obtenir un D à l'examen. Quand son nom est appelé, elle met sa main dans la boule de cristal et elle brille intensément. L'étudiante obtient un A au test. Xiao Yu monte pour passer son test et obtient également un A. Il dit à son professeur qu'il aimerait essayer de libérer la magie, et son professeur le lui permet. Xiaohu essaie fort, mais n'arrive pas à faire atteindre sa magie la cible. Il descend de l'estrade l'air abattu, et Tang Yue le réconforte. Il rougit et promet d'essayer plus fort la prochaine fois. Mubai monte pour son test. Il le réussit sans effort et obtient une note S.
Ses amis se vantent de lui et il demande à essayer de libérer sa magie. Il aligne ses étoiles, réalise la glace rampante et obtient un B pour sa libération magique. Tout le monde s'émerveille de lui et le professeur Mew demande à Ningxue et à son père ce qu'ils pensent de Mubai. Ningxue dit qu'il est correct. Ce n'est pas ce que le professeur Mew veut entendre. Mo-Fan est appelée. Le professeur Mew veut que Ningxue rentre chez elle, mais elle ne veut pas, elle veut rester et regarder le test de Mo-Fan. Le professeur Mew envoie un signal à son complice qui monte pour mettre la pierre sous la boule de cristal. Mo-Fan touche la boule de cristal et la pierre absorbe sa magie, le plongeant lui et son professeur dans la panique, pensant qu'il y a un problème avec sa magie. Ses camarades de classe le raillent et se moquent de lui, et tout le monde pense qu'il est faible. Le professeur Mew dit que ses perspectives sont minces et qu'il ne pourra jamais être un mage avec une lumière si faible. Mo-Fan essaie à nouveau, la pierre se casse et il obtient une note de B. Tout le monde est perplexe, y compris Mubai. Tang Yue est suspicieuse des circonstances entourant l'examen de Mo-Fan. Elle prend sa défense et exige que Mo-Fan soit testée à nouveau. Ils essaient de la dissuader et lui disent que si elle se trompe, elle devra assumer la responsabilité. Elle accepte d'assumer la responsabilité au cas où quelque chose tournerait mal lors du nouveau test. Ningxue est d'accord avec l'évaluation de Tang Yue et demande également un nouveau test. Ils sont d'accord avec elle et apportent une boule de cristal de remplacement. Mo-Fan passe à nouveau le test et obtient un grade S, ce qui choque tout le monde. Xiao Hu est ravi de la note de Mo-Fan. Tang Yue félicite Mo-Fan et il demande à essayer une libération magique. Mubai est contrarié que Mo-Fan l'ait battu. La libération magique de Mo-Fan est spectaculaire. La libération magique de Mo-Fan incinère la cible et lui vaut un A pour la libération magique. Cela fait parler tout le monde et ils disent que personne d'autre n'a réussi à obtenir un A pour la libération magique. Xiao Hu est excité et dit à Mo-Fan qu'il est le meilleur. Le principal demande aux frères Mew si Mo-Fan faisait partie de leur famille. Ils expliquent qu'il était juste le fils de leur chauffeur. Le principal dit que Mo-Fan n'a ménagé aucun effort pour cultiver son talent puisqu'il a obtenu de si bonnes notes sans soutien familial. Il dit que Mo-Fan a du potentiel, monsieur. Mew appelle Mo-Fan et lui dit que sa performance a changé son opinion sur lui. Il lui dit d'oublier le passé et lui offre un équipement de magie de feu de la famille Mew pour l'aider à mieux maîtriser ses pouvoirs. Il l'accepte également dans la famille Mew. Le professeur Mew demande des nouvelles de Mubai et Monsieur Mew lui dit de faire travailler Mubai plus dur. Mo-Fan rejette l'offre de Monsieur Mew de manière très vocale, ce qui le déclenche dans une diatribe. Le principal dit à Mo-Fan de s'excuser auprès de Monsieur Mew et Mo-Fan raconte au principal comment la bande de Monsieur Mew a fait irruption chez lui et blessé son père sans raison valable. Il demande à Monsieur Mew de s'excuser. Mo-Fan est réprimandé par Monsieur Mew et le professeur Mew les exhorte à expulser Mo-Fan. Le principal dit que seul lui peut expulser son élève avec sa permission. Mubai dit que si Mo-Fan ne s'excuse pas, il le combattra à la place et lui inculquera le respect pour qu'il apprenne à respecter ses aînés. Mew propose à Yuang de se battre à sa place. Le principal essaie de faire s'excuser Mo-Fan, mais Mo-Fan dit qu'il devrait d'abord s'excuser auprès de son père. Il dit qu'il s'excusera s'il perd le duel, mais si Monsieur Mew perd, il doit s'excuser auprès de son père. Tang Yue dit que l'association des mages interdit les duels entre mages mineurs et que s'il doit y avoir un duel, ce sera dans 2 ans. Mew accepte le duel dans 2 ans et dit à Ningxue de le suivre. Elle lui adresse un petit sourire avant de partir. Xiao Hu dit à Mo-Fan que Yuang est plus puissant que Mubai. Il dit qu'il s'en occupera. Il pense qu'il doit travailler plus dur. Le père de Mo-Fan conduit un camion et Mo-Fan jure de restaurer sa dignité. C'est septembre et le début d'un nouveau semestre à Sky Magic High School. La classe d'élite est enseignée par Xiu Musheng et Tang Yue. Ils accueillent les élèves dans la classe. Les numéros des étudiants sont attribués selon les notes. Donc Mo-Fan est numéro 1 et Mubai est numéro 2. Xiu Zhaotang est numéro 3. Tang Yue s'adresse à la classe et tous les garçons sont charmés par sa beauté. Elle leur dit qu'elle enseignera le cours de magie pratique et demande leur coopération. Ils parlent du bracelet étoile. Musheng leur dit qu'ils l'utiliseront à tour de rôle selon leurs notes. Il leur dit que les 3 meilleurs élèves pourront l'utiliser pendant 1 mois chacun. Il dit à Mo-Fan que sa punition pour avoir insulté ouvertement Monsieur Mew est qu'il ne peut utiliser le bracelet que pendant 10 jours. Après 10 jours, le bracelet sera passé à quelqu'un d'autre. Il leur dit que la classe n'a que 3 bracelets à partager. Quelqu'un fait remarquer que les étudiants avec de mauvaises notes n'auront pas la chance de l'utiliser. Les règles pour utiliser le bracelet sont établies avec l'expulsion et le bannissement comme pénalité pour avoir endommagé un bracelet ou l'avoir rendu en retard. Mo-Fan pense au bracelet étoile. Il donne tout pour l'entraînement au tir, tout comme Mubai qui complote pour devenir le chef de la classe en utilisant le bracelet étoile. Mo-Fan provoque une bagarre avec Mubai et obtient des informations sur Yuang et le bracelet étoile. Mubai dit que seul Mu Ningxue a reçu un bracelet esprit étoile pour s'entraîner.
Le bracelet spirituel peut augmenter le progrès de 40%, contrairement au bracelet étoile, qui ne peut offrir qu'une augmentation de 20% dans le progrès magique. Mo-Fan s'éloigne de Mubai et pense à l'explosion de feu de niveau 2. Il s'assoit et tient le bracelet étoile et son pendentif est attiré par celui-ci. Il le met et son pendentif avale le bracelet. Juste à ce moment-là, Tang Yue lui demande ce qu'il fait. Il lui demande ce qu'elle fait là et elle va droit au but. Elle lui dit qu'il a perdu le bracelet étoile et qu'ils vont le renvoyer. Elle lui dit d'être honnête avec elle pour qu'elle puisse l'aider. Il lui dit que son pendentif a mangé le bracelet. Elle prend le bracelet de lui et lui demande d'où il le tient. Il lui dit que c'est un héritage familial. Héritage. Elle demande s'il l'a montré à quelqu'un et il dit non. Elle lui dit que son pendentif est aussi un équipement magique et qu'il doit le nourrir. Elle explique qu'il peut absorber de l'énergie et se mettre à niveau au niveau spirituel. Mo-Fan comprend pourquoi sa capacité magique progresse plus rapidement. Il lui dit de le garder et elle dit qu'il doit le cacher. Elle lui dit que le pendentif grandira aux dépens de l'équipement magique et des esprits. Elle dit qu'elle réglera l'affaire du bracelet perdu et qu'il lui en doit une. Mo-Fan pense qu'elle l'a aidé parce qu'elle est attirée par lui. Il parle au pendentif et l'embrasse. Les étudiants partent en excursion vers le poste avancé du sommet enneigé, qui est la fin de la zone de sécurité. Au-delà, il y a des monstres. Ils regardent une vidéo d'information sur le poste avancé. Les étudiants spéculent sur les monstres, mais Mo-Fan pense à sa poussière d'étoiles de feu. Les étudiants arrivent à destination et sont accueillis par leur instructeur. Ils sont censés participer à une chasse à la prime pour obtenir une note. Les enseignants essaient de négocier une meilleure mission, mais l'instructeur ne cède pas. Il défie les étudiants et les réprimande pour avoir eu peur. La récompense pour accomplir la tâche est une armure magique. Les étudiants sont émerveillés par la récompense. Les étudiants montent une formation rocheuse. Ils s'exclament que c'est haut et choisissent Xioahu pour les éclairs. Il utilise son pouvoir du vent pour sauter en bas de la falaise et les aide à attacher leurs cordes à un arbre. Un étudiant traverse ce qui ressemble à des lianes inoffensives et les lianes le retiennent. Mubai utilise son pouvoir de glace pour geler les lianes et il les brise. Le reste de la classe suit. Ils arrivent à un autre mur de lianes et une fibre avec de la magie de feu les brûle. Mo-Fan mène un groupe et l'ami de Mubai le nargue. Ils arrivent à une grotte qui est censée être la demeure de démons loups à un œil. Leur tâche est d'inspecter la grotte pour voir s'il y a des démons et de récupérer le bracelet perdu de leur instructeur. Ils sont confus quant au type de mission et certains étudiants ont peur. Ils sont déterminés à tuer les démons ensemble puisqu'il y a plus de mages que de démons. Les instructeurs et les enseignants reçoivent un rapport d'un officier sur les progrès des étudiants. Les enseignants sont soulagés qu'il ait envoyé quelqu'un avec eux. Il lui demande s'il y a un démon dans la grotte et il dit qu'il y a quelque chose dans la grotte. Tang Yue dit que les étudiants ont eu une bonne occasion d'apprendre. Elle se demande ce qu'il y a dans la grotte et l'instructeur lui dit que les étudiants doivent comprendre ce que signifie être un mage. Il la rassure en lui disant qu'il sait ce qu'il fait. Tang Yue est préoccupé par Mo-Fan et sa capacité à libérer de la magie lorsqu'il est confronté au danger. Les étudiants descendent en rappel une falaise. Une étudiante demande à l'autre si elle n'a pas peur. Ju-Min lui dit qu'ils échoueront tous à moins qu'ils n'accomplissent la tâche. Et s'ils échouent, ils ne pourront pas entrer dans une bonne école de magie. Mo-Fan critique Ju-Min sur la qualité de son discours d'encouragement. Et l'ami de Mubai dit que Mubai va geler le monstre avec sa glace rampante. Il leur dit de suivre l'exemple de Mubai. Ils sont encouragés et décident de suivre Mubai. L'ami de Mubai décide de donner des tâches à chacun selon leur capacité magique. Il dit à ceux qui ont un talent pour le vent de faire de la reconnaissance et à ceux qui ont un talent pour la lumière de fournir de l'éclairage pour la mission. Ils descendent dans les grottes en file indienne. Mo-Fan reste en arrière et regarde attentivement l'étang près de la grotte. Xiaohu court vers lui et demande s'il cherche des poissons. Il dit à Xiaoyu de regarder l'eau dans l'étang. Il lui explique que l'étang aurait dû être rempli d'eau à cause de la pluie, mais qu'il n'est qu'à moitié plein. Xiaoyu pense que l'eau s'évapore à cause du temps. Mo-Fan fait remarquer à Xiaoyu que la ligne de flottaison est toujours visible, mais que la moitié de l'eau de l'étang a disparu. Il dit que cela signifie que quelque chose de la grotte a bu l'eau manquante, et en jugeant par la quantité d'eau qu'il a bu, cela doit être vraiment grand. Xiaowu a peur et va avertir les autres. Ils ne le croient pas et se moquent de lui. Ils lui disent de rester à l'extérieur de la grotte s'il a trop peur et qu'il réussira quand même le test si les autres le terminent pour lui. Les étudiants traversent la grotte et trouvent un démon loup. Ils paniquent tous et s'enfuient à cause de sa taille. Mubai essaie d'attaquer le démon mais sa magie échoue et il s'enfuit. Ju-Min essaie d'attaquer le démon mais avant qu'elle ne puisse le faire, Mo-Fan l'emporte. L'instructeur rit des étudiants. L'un d'eux avoue que la créature sauvage dans la grotte est son animal de compagnie. Le chef instructeur dit qu'un démon loup à un œil est plus féroce que son animal de compagnie. Il dit que si les étudiants avaient rencontré un vrai monstre, ils seraient tous morts. Le chef instructeur dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il batte le grand loup. Il espérait juste que cela libérerait un peu de magie au moins. Les enseignants aiment l'idée de tester les élèves en utilisant un animal de compagnie. Ils disent que cela offre une expérience réelle sans mettre les élèves en danger. L'instructeur dit que puisque aucun des étudiants ne semble à la hauteur, le chef instructeur peut garder son armure magique.
magique. Ils voient de la lumière clignoter depuis la grotte et le professeur dit que ça doit être Miubai. Le chef instructeur est d'accord et dit qu'il est doué. Le loup archidémon confronte Miubai et il tient bon, il se transforme en armure et essaie d'utiliser sa glace rampante. Alors que les étudiants sortent de la grotte, ils découvrent que leur corde a disparu. Mofan sort Jumin et elle retourne à l'intérieur de la grotte. Elle active sa magie de feu et envoie une explosion de feu sur le loup archéen, cela explose à ses pieds et il bondit sur Jumin. Juecho Tingla pousse hors du chemin et libère sa magie de tonnerre. Elle s'abat sur la bête et elle rugit vers eux. Miubai essaie de libérer de la magie, mais le loup le charge et il tombe. Les étudiants sont encore plus effrayés. Mofan réalise que la magie de niveau 1 ne peut pas blesser le loup, alors il décide d'augmenter la chaleur. Il envoie une explosion de feu sur la créature. La créature prend feu et s'envole hors de la grotte et dans l'étang. Le professeur évalue la magie et fait des commentaires à ce sujet. Yue dit que la magie de crémation peut brûler les os et que le grand loup doit être gravement blessé. Le chef instructeur est impressionné et dit à Bai Yang de rappeler son loup. Bai Yang essaie de le faire mais rapporte que son loup ne répond pas. Les enseignants sont alarmés et craignent pour le bien-être des élèves. Les instructeurs déploient leurs ailes et se préparent à voler vers les élèves. Le grand loup sort de l'eau, les dents découvertes, et prêt à attaquer. Xiao Yu sauve la fille de devenir une proie pour le loup et elle le remercie chaleureusement. Les étudiants à l'extérieur de la grotte se recroquevillent de peur. Xiao Yu distrait le loup en courant devant lui. Le loup décide de le suivre et trouve Mofan. Le loup le remarque et l'attaque avec un souffle d'air. Il comprend que le loup les tuera s'il continue. Les étudiants les plus forts n'ont pas pu contenir le loup. Xiao Yu sauve Mofan et les porte plus profondément dans la grotte. Les étudiants votent pour s'enfuir lorsqu'ils voient le loup poursuivre Xiao Yu et Mofan. Jumin suggère qu'ils les suivent. Juste à ce moment-là, l'instructeur principal arrive en volant et demande où est le loup. Jomin lui dit que le loup a suivi Mofan et Tioahu dans la grotte. Tang Yue explique qu'ils ont attiré le loup plus loin dans la grotte pour que personne ne soit blessé. Le loup poursuit les garçons à travers la grotte et il se retrouve devant un étang. Cela ressemble à une impasse et le loup bondit quand il les voit. Il les souffle avec son air chaud et parvient à toucher Xiaohu. Mofan est contrarié et déchaîne son tonnerre sur le loup. Cela ralentit le loup seulement légèrement. Mofan active sa magie de feu et fait en sorte qu'une stalactite empale le loup. Le loup tombe et meurt. Une orbe sort du loup et le pendentif de Mofan l'absorbe. Il court vers Xiaohu qui saigne de la tête. Juste à ce moment-là, l'instructeur principal arrive avec ses ailes et voit le loup archi-mort. Il est surpris qu'il l'ait tué, il dit qu'il n'y a pas moyen que la magie de feu de Mofan l'ait tué. Mofan dit qu'il a brisé la stalactite pour tuer le loup. Le chef instructeur soupire et leur dit qu'il pensait qu'ils étaient morts. Il continue en leur disant qu'il n'aurait jamais pensé qu'un lycéen pourrait réussir à tuer une bête aussi forte que le démon loup à un œil. Mofan lui dit qu'ils doivent mettre Xiaohu en sécurité parce qu'il est blessé. L'homme lui demande comment il a fait. Il demande que Xiaohu soit sauvé en premier. Le chef instructeur porte Xiaohu pour rejoindre les autres. Le professeur demande des nouvelles de l'Arche-Loup et il lui dit qu'il est mort. Le propriétaire de l'Arche-Loup ne le croit pas et court voir. Il s'énerve et blâme le chef instructeur qui lui dit que le loup est mort avant qu'il n'arrive sur les lieux. Zhao Ting demande comment Mofan et Xiaohu sont encore en vie s'il n'a pas tué le loup. Le chef instructeur dit que c'est eux qui ont tué le loup et que c'est Mofan qui l'a fait. Tout le monde éclate d'incrédulité. Tang Yue demande à Mofan s'il a tué le loup. Mofan raconte l'histoire et dit qu'il ne savait pas que c'était seulement un test. Tang Yue explique que c'était censé être un test, mais que le loup archi a perdu le contrôle et a essayé de les tuer. Elle le félicite d'avoir éloigné le loup et protégé les élèves. Le chef instructeur félicite Mofan d'avoir tué le loup et sauvé les élèves. Bai Yang est inconsolable à propos de la mort de son animal de compagnie. Les élèves sont excités et louent Mofan. Tang Yue leur dit de remercier Mofan pour avoir empêché plus de carnage. Elle leur fait également savoir que si le grand loup avait eu l'intention de les tuer dès le début, les personnes qui ne pouvaient pas lancer de magie seraient toutes mortes. Elle leur dit que les monstres qu'ils affronteront sont des créatures assoiffées de sang qui ne montrent aucune pitié. Le chef instructeur dit qu'il n'est pas satisfait de leur performance globale et que seuls quelques-uns d'entre eux ont combattu le loup. Il mentionne Miubai, Zhao Ting, Jomin et Xiaohu. Il dit qu'ils ont bien fait mais ne recevront qu'un A. Il donne un S à Mofan. Un autre instructeur lui rappelle sa promesse d'une armure magique. Il dit que Mofan mérite l'armure. Tang Yue dit que tous les étudiants recevront un A parce que la tâche a été réussie. Les étudiants sont ravis et soulèvent Mofan en l'air. À l'extérieur de la grotte, les étudiants se tiennent et regardent, tandis que le chef instructeur remet à Mofan une plaque pour avoir accompli la tâche. Il demande à Mofan de les rejoindre après sa graduation. Mofan hésite à accepter l'offre
et demande son armure. Le chef instructeur pense à Mofan et à la façon dont il a tué le loup Archie. Il se souvient que le sol sous le loup était brûlé, il retourne examiner la scène et reçoit un rapport indiquant que des démons loups osseux ont été repérés à l'ouest. Il ordonne à ses hommes de prendre les armes, de trouver et de tuer les loups. Mofan est assis sur le toit. Il pense à voix haute, disant que la graine de feu de Zhumin brûle et que même si elle touche le loup spirituel, cela brûlerait tout au plus la fourrure. Il pense que c'est la magie de deuxième niveau qui peut blesser les monstres. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il faudrait pour cultiver Lei Yin au deuxième niveau. Après tout, Lei est l'élément le plus fort. Il dit qu'il espère pratiquer son éclair comme il l'a fait au département du feu. Par-dessus tout, il espère s'améliorer. Il se remémore son combat avec le loup spirituel et conclut qu'avec la puissance de sa magie actuelle, il serait très difficile de tuer le loup spirituel. Il espère que l'arme magique de poussière d'étoiles spirituelles peut augmenter sa vitesse de cultivation de 40%. Il continue de réfléchir à des moyens d'améliorer ses capacités, se souvenant de tout ce que l'enseignante Tang Yue enseigne. Sur le tableau d'affichage, recrutement pour rejoindre l'équipe de chasse de la ville. Une équipe de chasseurs mages qui traquerait un loup féroce. Une grosse somme d'argent est offerte et il est conseillé aux débutants de ne pas s'aventurer car cela pourrait être mortel. Mofan désire s'inscrire malgré son statut de jeune chasseur. Il trouve une longue file d'autres personnes cherchant également à s'inscrire. Mofan pense à un moyen d'aller en ville pour trouver un moyen plus rapide de rejoindre l'équipe de chasse de la ville. L'homme avec qui Mofan parle devant le tableau d'annonce lui dit que le département du feu est le plus recherché. Mofan lui demande à propos du département de la foudre et l'homme lui dit qu'il n'y a que quelques systèmes de foudre et des milliers de mages. Mofan demande si l'équipe de chasse de la ville prenait des personnes ayant le tonnerre, et l'homme répond que si une personne a l'élément tonnerre, peu importe si elle est débutante ou vétéran, elle est la cible de n'importe quelle équipe. Mofan s'éloigne après avoir entendu cela, se dirigeant vers la longue file de personnes. À l'intérieur du bureau de l'équipe de chasse, des piles de papier sont posées sur la table. Le capitaine de l'équipe de chasse est en colère contre le nombre de candidatures inéligibles qu'il a reçues jusqu'à présent. Il crie et est furieux que seuls des débutants et des mages inexpérimentés envoient des candidatures. Il se dispute avec son subordonné, lui disant qu'il veut un mage d'élite avec une excellente expérience, force, adaptabilité et qualité psychologique. Son subordonné dit que les personnes avec de tels talents sont trop rares. Quand c'est au tour de Mofan dans la file, il s'avance vers l'équipe d'intervieweurs. Il se présente comme Fan Mo pour que personne ne sache qui il est. L'intervieweuse dit à Fan Mo qu'en général, seuls les chasseurs intermédiaires sont éligibles pour s'inscrire. Elle lui dit qu'il n'a même pas obtenu le certificat de qualification de chasseur. Fan Mo leur dit qu'il a entendu dire qu'il recrutait des mages de foudre et il confirme. Bientôt, il réalise qu'il n'était même pas un chasseur junior. Il leur dit qu'il a l'élément tonnerre. Ils sont surpris et il leur dit en plus qu'il appartient à la famille Rei. Ils doutent de lui, alors il tend la main et leur montre l'élément de tonnerre tombant de ses mains comme un éclair. Ils sont tous surpris. Les gens dans la file d'attente sont tous étonnés et font des commentaires. Les intervieweurs lui demandent d'attendre pendant qu'il se renseigne auprès du capitaine à propos de Fan Mo. Le capitaine ouvre la porte d'un geste brusque, sort et annonce que Fan Mo est maintenant membre de l'équipe de chasse aux monstres de la ville de Bo. Le capitaine dit aux personnes dans la file qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Il ne mène plus d'entretien et tout le monde peut partir. Le capitaine présente l'équipe à Fan Mo. Il présente Kai Tang comme un mage de glace. Il se rend compte que Kai Tang est aussi le vice-capitaine et également le cousin de Mu Ningshui. Elle lui dit que bien qu'il soit un mage de foudre, ils devraient essayer de ne pas être un fardeau car ils n'ont besoin que d'élite dans leur équipe. Le capitaine continue de présenter d'autres personnes de l'équipe, Xiaoke comme le mage de l'eau. Quelqu'un entre dans la pièce et chuchote quelque chose à l'oreille du capitaine. Kai Tang demande si c'est un autre monstre. Le capitaine dit ensuite à l'équipe qu'il y a une attaque à l'école des filles de l'inscription. L'école que la sœur de Mofan, Xinxie, fréquente et c'est inhabituel que cela se produise. Le capitaine dit à Fan Mo de rentrer chez lui, qu'ils organiseront sa fête de bienvenue une autre fois car une urgence vient de survenir à l'école des filles de l'inscription. Fan Mo insiste pour les suivre puisqu'il est maintenant membre de leur équipe. Ils consentent à sa venue et ils sortent tous ensemble de la pièce. Dans la voiture, alors que l'équipe de chasse se dirige vers l'école, l'équipe engage des conversations légères. Fan Mo essaie d'appeler Xinxie pour prendre de ses nouvelles, mais elle ne répond pas. Il essaie plusieurs fois de plus et elle ne répond toujours pas. Il s'inquiète pour elle et espère qu'elle va bien. À leur arrivée à l'école, le capitaine donne différentes instructions à l'équipe dans l'intention de couvrir la grande étendue de l'école dans le temps le plus court possible. Il dit à Fan Mo d'aller à la cafétéria, alors ils se dispersent tous pour fouiller l'école. Alors que Mofan explorait la cafétéria, Xinxie l'a appelé pour lui dire que l'école avait été évacuée en urgence. Elle dit qu'elle a laissé son téléphone dans le dortoir, donc elle appelle d'un téléphone public. Xinxie dit qu'elle va bien, mais qu'elle sent qu'il y a quelque chose dans l'école. Elle dit qu'à ce moment-là, elle a croisé une camarade de classe en retournant au dortoir et que cette camarade est allée ailleurs.
Elle dit qu'elle aurait dû l'arrêter et la prévenir. Mo-Fan lui dit qu'elle devrait d'abord se protéger avant de protéger quelqu'un d'autre. Il lui demande ensuite où la fille est allée. Elle répond qu'elle est allée à l'ancienne cantine. Immédiatement, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne pour voir ce qu'il y a et il trouve un orang-outan borgne. Alors qu'il est encore au téléphone, l'orang-outan cyclope tire sur lui avec ses yeux. Mo-Fan esquive et atterrit sur le sol tandis que le laser atteint la fenêtre et la brise. L'orang-outan cyclope continue de le poursuivre autour de la cafétéria. Il essaie de riposter, mais en vain. Les autres membres de l'équipe entendent le bruit inquiétant venant de la cafétéria. Ils comprennent que Fanmo a dû trouver la créature qu'il cherchait et ils courent tous vers la cafétéria pour l'aider. Fanmo est allongé sur le sol, épuisé. Le monstre tire sur lui et cette fois, Xiaoke utilise son élément d'eau pour le protéger du laser. Le reste de l'équipe entre dans la cafétéria et s'unit pour combattre l'orang-outan à un œil. Yuang demande rhétoriquement à l'orang-outan s'il veut faire du mal à quelqu'un avec aussi peu de compétences que Fanmo. L'orang-outan continue de tirer sur eux avec ses yeux. Le capitaine tire sur le monstre. L'orang-outan cyclope continue d'esquiver et de s'enfuir. Ils poursuivent leurs efforts jusqu'à ce que le capitaine utilise enfin la graine de feu de 3e niveau. La graine de feu éclate pour tirer sur l'orang-outan. L'orang-outan tombe à terre, vaincu. Ils commencent à se féliciter de leur succès, célébrant leur victoire. Inconnu d'eux, le monstre qu'ils croient mort se lève tout à coup et attaque Kaitang. Mo-Fan s'avance et utilise sa marque de python Lei Yin pour frapper l'orang-outan, détruisant ainsi le monstre finalement. Le capitaine demande à Xiaoke de ne pas baisser sa garde car son rôle de mage de l'eau est de protéger chaque membre de l'équipe et son travail est de s'assurer que tout le monde va bien. Le capitaine dit à Mo-Fan qu'il est promu membre à part entière de l'équipe en raison de sa capacité à sauver Kaitang de l'orang-outan à un œil. Juste au moment où ils partent, une chose circulaire jaune s'élève du monstre et entre dans l'amulette de Mo-Fan, mais aucun des membres de l'équipe ne le voit. Fei Shi dit au capitaine qu'ils n'ont pas trouvé la fille disparue. Il continue en disant qu'il y a un trou dans la cuisine arrière de la cafétéria. Le trou est très profond et il y a de nombreuses empreintes de orang-outan aux yeux géants. Le capitaine répond en disant qu'il pense que l'autre gorille aux yeux géants a traîné la fille dans la grotte. Kaitang conclut qu'elle doit être en danger. Yuang suggère qu'ils descendent dans la grotte, mais le capitaine ordonne plutôt qu'ils informent les gens de l'association magique pour leur dire que l'affaire est hors de leur contrôle. Xiaoxi se demande pourquoi il y a tant d'orang-outans aux yeux géants qui sortent en même temps. Alors qu'ils montent dans leur véhicule et repartent, ils reçoivent un message de l'association magique indiquant qu'elle a pris en charge l'affaire et qu'ils ne tarderont pas à recevoir des nouvelles. Le capitaine dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Fanmo réagisse si vite. Il pense que Fanmo est le genre de mage fraîchement diplômé dont les jambes flanchent quand il voit un monstre. Yuang ajoute qu'il pense aussi qu'il lui faudrait au moins 6 mois, mais il ne s'attendait pas à ce que Fanmo ait une si bonne qualité mentale. Ils continuent à bavarder en rentrant chez eux. Alors que Mo-Fan rentre chez lui, il trouve Xinxie près de la cabine téléphonique. Il s'approche d'elle et la serre dans ses bras. Elle lui dit qu'elle a essayé de le rappeler, mais qu'il ne répondait pas. Il répond en disant qu'il est maintenant un mage et qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui. Il lui dit de s'assurer de se protéger, car il ne sera plus à ses côtés. Il continue à raconter son épreuve à l'école, comment il a esquivé et esquivé tous les tirs de feu que l'orang-outan lui a lancés et comment il a finalement vaincu le monstre. Au bureau, le capitaine les informe que leur paiement est arrivé et que Mo-Fan sera payé en tant que membre à part entière. Il remercie toute l'équipe pour cet honneur. Un homme entre dans la piscine. En passant, il regarde avec convoitise une fille allongée près de la piscine. L'eau commence à geler et il dit immédiatement à Yuang que le maître le cherche. Yuang sort de l'eau et l'homme l'informe que sa poussière d'étoiles de glace devient de plus en plus forte. Yuang dit qu'il est lent car il lui faudrait 1 an ou 2 pour passer au niveau suivant. Il ajoute en outre qu'il n'est pas aussi bon que Ning Xue. L'homme lui conseille de ne pas se comparer à Ning Xue et que tant qu'il s'occupe de Mo-Fan, son père lui fera un grand cadeau. Yuang rencontre son père dans la maison et lui demande pourquoi il le ferait combattre Mo-Fan. Son père explique que ce serait amusant et intéressant. Au lieu d'inviter beaucoup de gens riches et de haute classe, il devrait pimenter un peu les choses. Son père dit que Mo-Fan n'est pas à la hauteur pour lui et qu'il serait intéressant de le voir se battre contre lui. Son père l'exhorte à profiter du duel pour montrer à l'école et aux autres familles qu'il est le bon candidat pour la Source Sainte. Car une seule personne à Bow City est choisie pour s'entraîner à la Source Sainte. Certains hommes discutent du duel à venir. Ils disent que Yuang doit être prudent car si Mo-Fan gagne le Saint Duel, il sera sélectionné pour participer à la Source Sacrée. L'homme à la piscine dit que ce n'est pas possible car Yuang vaincra Mo-Fan. Au début, une grande lumière bleuâtre brille du sol jusqu'au ciel. Un loup borgne se réveille de son sommeil. Il semble féroce et extrêmement effrayant.
Mo-Fan et son ami conversent après le cours. Il dit à Mo-Fan que Jo-Min a fait attention à lui dernièrement et qu'elle veut peut-être sortir avec lui. Il lui dit qu'elle arrive, puis il se lève et part. Quand Jo-Min s'approche de lui, elle demande à Mo-Fan s'il est libre ce soir. Mo-Fan pense que c'est parce qu'il l'a sauvé pendant l'entraînement et c'est pour ça qu'elle l'aime bien. Il lui dit qu'il serait disponible. Elle est ravie, alors elle lui dit qu'elle l'attendra derrière l'école le soir. Derrière l'école, Mo-Fan se demande ce qu'ils font dans un endroit comme celui-ci. Il pense en lui-même que les gens ont généralement leur premier rendez-vous dans un petit hôtel ou quelque chose comme ça, mais il est choqué que Jo-Min aime ce genre d'endroit. Jo-Min dit à Mo-Fan à propos des secousses et que l'équipe de construction a depuis longtemps évacué en raison de problèmes de financement. Elle dit que sa grand-mère habite près du chantier et que chaque nuit, le chantier émet un bruit de vibration étrange. Elle continue en disant que certaines personnes ont vu quelque chose de pas net dans la région. Elle a averti sa grand-mère de déménager, mais sa grand-mère dit qu'elle ne le ferait pas puisqu'elle vit ici depuis de nombreuses années. Elle est inquiète que sa grand-mère soit en danger et elle supplie donc Mo-Fan de venir avec elle pour voir ce qui se passe sur le chantier puisqu'il est le mage le plus fort de l'école. Mo-Fan est choquée que c'est pour cela qu'elle l'a appelé lui et non pas parce qu'elle veut sortir avec lui. Il le fait en se balançant par-dessus un mur et en passant par une fenêtre jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur du bâtiment. Jo-Min enfonce la porte qui mène au rez-de-chaussée et entre également dans le bâtiment. Mo-Fan demande à quelle heure cela commence généralement à vibrer. Il sort de la poudre de fée et commence à la verser sur le sol. Elle lui demande d'où il a obtenu la poudre de chasse aux monstres. Elle continue à poser des questions sur la façon dont il sait l'utiliser et comment elle a entendu dire que seuls les chasseurs mages savent l'utiliser. Elle lui demande s'il y a vraiment des monstres dans la ville. Il répond en disant qu'il y en a, sinon il n'y aurait pas besoin de l'équipe de chasse aux démons urbains. Il voit des empreintes de monstres sur le sol. Presque immédiatement, le loup magique à un œil rampe au loin, mangeant quelque chose sur le sol. Jo-Min dit à Mo-Fan de partir. Mo-Fan dit à Jo-Min qu'il y a un grand groupe de sans-abri vivant ici et que les sans-abri ne sont pas classés dans la population statistique, donc le loup se nourrit d'eux. Il lui demande si le loup a l'air différent de la photo que le professeur leur a donnée. Jo-Min supplie encore une fois qu'ils partent, car c'est effrayant. Il lui dit d'aller chercher sa grand-mère et de prévenir la police pour boucler la zone quand elle sera plus loin. Pendant qu'il parle, elle appelle la police. Le loup les voit et commence immédiatement à les poursuivre. Mo-Fan porte Jo-Min et commence à courir. Il lui demande sarcastiquement si le professeur enseigne que les monstres sont extrêmement alertes aux divers appareils de communication. Il lui dit qu'elle vient d'envoyer au loup une localisation par satellite. Il continue de courir alors que le loup continue de les poursuivre avec persistance. Ils trouvent une cachette. Il lui dit de s'amuser et de trouver sa grand-mère et avertit les gens dans la rue de s'enfuir. Elle lui demande pourquoi il procrastine et il répond qu'il a sa méthode et qu'elle devrait partir. Il voit le loup au-dessus d'eux et alors que le loup descend sur eux, il la pousse hors du chemin. Elle se relève et s'enfuit, laissant Mo-Fan face au loup. Il fait face au loup, il utilise le pouvoir de Gouri sur le loup, mais cela ne fonctionne pas. Il tombe au sol, Jo-Min est dehors dans la rue, elle a retrouvé sa grand-mère et ils sont avec un groupe d'autres personnes. Les chasseurs de la ville, Kai-Tang et Yuang, arrivent à moto et lui demandent où est son camarade de classe. Elle leur dit qu'il y a un démon à l'intérieur du bâtiment et que son camarade de classe, Mo-Fan, est toujours à l'intérieur. Kai-Tang lui demande où se trouve l'endroit et Jo-Min dit que c'est juste devant, dans la rue abandonnée. Elle court vers la rue abandonnée aux côtés de Yuang. Mo-Fan est allongé par terre avec le loup borgne qui le regarde. Alors que le loup s'apprête à attaquer Mo-Fan, Kai-Tang et Yuang arrivent, libérant leurs éléments sur le loup. Ils gèlent les pattes du loup, le piégeant dans un coin. Kai-Tang regarde le visage de Mo-Fan et réalise qu'elle l'a déjà vu. Elle se souvient d'un moment où il l'a regardé à travers sa fenêtre. Elle crie à Mo-Fan d'arrêter de regarder autour et qu'il devrait partir avant d'être dévoré par ce loup magique à un œil. Immédiatement, il se lève et prend ses jambes à son cou. Yuang lui demande si elle connaît Mo-Fan. Elle répond en disant oui et qu'il est Mo-Fan, le garçon sans foi ni loi qui s'est fait gronder par oncle Mujo-jian. Yuang dit qu'il a couru plus vite que n'importe quoi d'autre et il se demande comment il est l'élève de première place au lycée Tiantan. Il continue en disant qu'en voyant à quel point il est effrayé maintenant, les rumeurs sur lui tuant le loup spirituel à ce moment-là ont peut-être été inventées par lui-même. Kai-Tang dit à Yuang de laisser Mo-Fan tranquille et de l'aider à maîtriser le loup. Elle dit que le loup est plus fort qu'un loup magique à un œil normal. Yuang lance des vrilles de glace pour essayer de maîtriser le loup. Kai-Tang contacte le capitaine lui disant qu'il s'agit d'un loup avancé à un œil et qu'il est probablement lié au débordement d'énergie de la source sacrée, ce qui est extrêmement difficile à gérer. Il arrive sur les lieux et il lui demande pourquoi il est en retard. Le capitaine leur dit de se concentrer car le loup est mortel.
Il demande à Mofan d'utiliser son pouvoir pour paralyser le corps du loup. Mofan s'avance et frappe le loup avec la foudre, mais cela ne fonctionne pas. Le capitaine leur dit qu'il a demandé du renfort à l'association des magiciens et que Yang Zuohe est en route. Il leur ordonne de continuer à réprimer le loup jusqu'à l'arrivée des secours. Le loup se libère et Kai Tang dit à Yuang de libérer une autre couche de vrille de glace. Alors que le loup progresse vers le niveau de seigneur de guerre, Yuang conseille de se retirer immédiatement. Le capitaine leur dit de ne pas paniquer et qu'ils doivent l'abattre avant qu'il ne se transforme complètement. Il ajoute que lorsqu'il deviendra un loup à éperon osseux, les rues derrière saigneront comme des rivières. Il dit à Feishi de se préparer à ralentir les vagues de terre afin que si la vrille de glace est brisée, il ne doit pas être autorisé à s'enfuir. Le loup continue d'avancer. Le sang sur son corps bouillonne et les vrilles de glace ne pourront plus le retenir. Le capitaine déclenche une explosion de feu et consume le loup. Il remercie le capitaine et se disent que le capitaine les a sauvés une fois de plus. Encore une fois, quand ils pensent avoir vaincu le loup refait surface et tente de les attaquer. Le capitaine utilise les os brûlants de Wuozi sur le loup, mais le loup semble inarrêtable. Il continue d'essayer, développant de nouvelles façons de combattre le loup, mais tout s'avère vain. Alors que Fan Mo voit que le capitaine est touché et qu'il est en train de mourir, il utilise finalement le Lei Yin Quan Che pour abattre le loup avec son tonnerre, le confinant dans un espace clos. L'équipe réalise que le loup a peur du tonnerre. Kai Tang dit à Fan Mo de le ramener à sa forme originale, alors qu'elle le voit se transformer. Feishi et Xiaoke prennent le bras du capitaine et l'éloignent. Bientôt, il semble que le loup se soit adapté à la frappe de foudre. Le loup rampe lentement hors de la confinement de tonnerre. L'équipe crie à Fan Mo qu'il devrait s'enfuir, que le loup magique borgne est trop fort. Fan Mo est déterminé, disant à la bête « Voyons qui tombe en premier ». Yuang dit à l'équipe de s'enfuir pendant que Mofan tient le fort. Le capitaine dit que s'ils continuent à se battre, seuls quelques-uns d'entre eux mourraient, mais s'ils s'enfuient, des centaines de personnes dans la ville mourraient. Le capitaine poursuit en disant qu'en tant que pilier de l'équipe de chasse aux monstres urbains, leur conscience n'est pas aussi bonne que celle d'une recrue. Il dit à Fan Mo qu'il se débrouille bien, il se lève, rejoint Fan Mo et tire sur le loup. Kai Tang dit que le loup doit être abattu, sinon la dignité de l'équipe de chasse de la ville en souffrirait. Alors que le capitaine et Fan Mo utilisent leur pouvoir pour attaquer le loup, Kai Tang les rejoint et bientôt chaque membre de l'équipe se joint à eux. Yang Zuohe arrive sur les lieux, disant à Fan Mo qu'il a fait du bon travail et qu'il devrait lui laisser le reste. Il court vers le loup et utilise un disque de vent pour combattre le loup encore et encore, jusqu'à ce qu'il détruise le loup et le tue. Alors qu'il s'éloigne, une orbe circulaire jaune similaire sort du loup et entre dans Mofan. Mofan court rencontrer Yang Zuohe et lui demande si la tempête d'avant et le disque de vent de tout à l'heure sont tous deux de la magie de niveau intermédiaire. Ils en discutent longuement et expliquent pourquoi la magie élémentaire est inutile contre des monstres comme celui-ci, et ils ont eu de la chance qu'il soit arrivé à temps. De retour avec l'équipe, ils suggèrent de déclencher une alarme pour avertir la ville du taux alarmant d'apparition de monstres. Il est très inhabituel qu'un monstre borgne des montagnes apparaisse en ville. Monsieur Yang s'y oppose, car déclencher l'alarme serait assez terrifiant. Monsieur Yang demande quand ils ajoutent un nouveau membre à l'équipe, car il est impressionné par les capacités de Mofan. Le capitaine dit que c'est un recrutement et ils rient tous d'une blague. Mais Yuang ne rit pas, il regarde Fan Mo avec suspicion. Quand Mofan rentre chez lui, il regarde autour de lui pour s'assurer que personne ne le surveille. Puis il essaie de sauter par-dessus sa clôture. Zhumin l'appelle alors qu'il est à mi-chemin de l'escalade. Il panique et tombe au sol. Zhumin le rejoint et le serre dans ses bras. Elle le remercie d'avoir sauvé sa grand-mère. Elle commence à pleurer et Mofan la console, lui tapotant le dos. Mofan s'assoit sur son toit, il sort son amulette de son cou et la regarde. Il la secoue un peu et se demande ce qui se passe. Il pense en lui-même, disant « L'amulette ressemble à ça depuis qu'elle a absorbé l'esprit du loup magique à un œil. » Soudain, elle commence à briller et il espère qu'il progresse. Il se souvient que le professeur Tang Yue a dit que l'on peut progresser en absorbant l'essence, mais il ne croyait pas que cela puisse être vrai. Il demande rhétoriquement à l'amulette si ce n'est pas une arme magique de niveau spirituel qui peut doubler la vitesse de son activation. Il rit aux éclats d'exaltation. Il espère qu'avec cela, il pourra cultiver sa magie jusqu'au 3e niveau avant de combattre Yuang. Le matin, Mofan pousse Cynthia pour voir le lever du soleil. Il lui donne de l'argent pour acheter un téléphone portable et ce qu'elle veut. Il lui dit que la prochaine fois qu'elle est en danger, elle ne doit pas hésiter à l'informer. Elle lui demande d'où vient l'argent et il répond en lui disant qu'il gagne de l'argent grâce à un travail à temps partiel qu'il fait. Il dit qu'il est plus facile pour les magiciens de gagner de l'argent que pour les gens ordinaires, sans oublier qu'il est maintenant un mage de feu et de foudre. Il continue en disant que la dernière fois, il y avait des monstres dans son école et qu'elle ne pouvait pas être contactée, cela l'a beaucoup effrayé. Alors il lui dit de garder l'argent et d'acheter aussi de belles robes. Cynthia lui dit qu'elle a une bonne nouvelle. Elle lui dit qu'elle a éveillé le système de guérison. Ils discutent un moment de la magie blanche, de la magie noire et de la magie dimensionnelle. Ensuite, elle lui dit qu'elle sait qu'il fait des choses dangereuses et elle espère pouvoir l'aider un jour dans le futur. Il lui dit que ce n'est pas du tout dangereux.
Il combat juste quelques monstres et attrape quelques monstres. Il lui dit qu'il n'a pas encore vu la magie de guérison et elle répond en disant qu'elle espère compléter les 7 étoiles bientôt. Puis il demande en plaisantant si elle veut qu'il se blesse pour qu'elle puisse pratiquer l'élément de guérison sur lui. Elle réagit avec colère, et il lui dit qu'il plaisante seulement. Mofan s'assoit sous un arbre avec son ami. Son ami lui dit que le temps passe vite ces jours-ci. Mofan lui répond que le temps passe plus vite quand on s'entraîne le jour et qu'on chasse les démons la nuit. Son ami est perplexe quant à ce qu'il entend par la chasse. Mofan change rapidement de sujet en demandant à quelle université de magie il espère entrer. Son ami répond qu'il ne sait pas encore et qu'il souhaite avancer pas à pas. Son ami lui dit qu'il est presque temps de prendre rendez-vous avec Mu Joyan. Il ajoute qu'il a entendu dire que cette fois-ci, le vieux renard a spécialement recruté les personnes célèbres de la ville de Bo. Il ajoute que le duel est également organisé lors de la cérémonie de majorité de Yuang, intentionnellement pour tromper Mofan. Mofan dit que ça va être un grand duel alors. Son ami dit que peu importe ce qu'il fait, il sera considéré comme le premier de l'école secondaire Tianyin. L'enseignante Tang Yue s'approche d'eux, disant à Mofan que le principal le convoque. Mofan répond en disant qu'il a aussi quelque chose à discuter avec elle au sujet de la magie du feu. Il demande à venir chez elle ce soir et elle confirme. Le principal discute avec Mofan du duel avec Yuang. Il lui demande tout ce qu'il sait sur le duel et Mofan lui dit que c'est pour célébrer la majorité de Yuang. Le principal lui dit qu'il a tort. Le principal continue en lui parlant de la source sacrée qui approche et que celui qui gagne le duel représentera la ville de Bo à la source sacrée. Le principal ajoute que le niveau de cultivation peut être grandement amélioré parce que la source sacrée est très rare et ça sèche avec le temps. Bo City a une coutume et seuls les meilleurs jeunes hommes y entrent chaque année. Le principal se lève de sa chaise face à la fenêtre et lui dit qu'il est le meilleur élève de l'école et que Yuang a conquis les jeunes générations de la famille. Donc, en d'autres termes, le quota pour la source sacrée a été créé entre Mofan et Yuang. Le principal dit qu'il ne croit pas qu'il gagnerait, mais qu'il devrait faire de son mieux et au moins montrer ses compétences devant les gens de l'industrie. Les serviteurs préparent le lieu pour la cérémonie de passage à l'âge adulte. Tout l'endroit est décoré et magnifiquement aménagé. Il y a beaucoup de nourriture et de boissons partout pour manger et boire. Deux serviteurs discutent des événements de la cérémonie de passage à l'âge adulte. Ils disent avoir entendu que Maître Mu a invité Mo Jiaxing, l'ancien chauffeur de logistique, à la place d'honneur. L'autre répond en demandant s'il ne savait pas que c'est le fils de Mo Jiaxing, Mofan, qui va affronter Yuang. Ils disent qu'ils sont là pour jouer un rôle de soutien pour Yuang car sa force est au-dessus de tous ses pairs. L'un dit que Mofan était avec mademoiselle Mu Ningxue il y a quelques années. Il chuchote quelque chose à l'oreille de son collègue. Le destinataire de l'information conclut que Mofan a alors un visage. Ils continuent à bavarder et l'un dit à l'autre que Mo Jiaxing est si stupide et que son fils est vertueux alors qu'il s'éloigne pour accomplir d'autres tâches. Dans le salon, Monsieur Mu parle avec Ningxue. Il dit que Yuang est considéré comme sa culture personnelle et il espère qu'à l'avenir, il pourra aussi devenir le bras droit de Ningxue. Elle demande pourquoi il doit organiser un duel devant tant de monde, et il répond en lui demandant si elle a peur pour Yuang ou pour Mofan. Il lui dit que Mofan est le meilleur élève de son école et que Yuang est le plus fort de la famille, à part elle, donc le duel n'est pas une petite affaire. Il se lève et marche vers la fenêtre. Il dit que Mofan l'agace sans cesse et qu'il ne lui montrerait jamais de pitié. Il dit que ce qu'il peut offrir à Yuang dépasse complètement ce que Mo Jiaxing peut offrir à Mofan. Ningxue se lève et s'en va. Il lui demande où elle va et elle dit qu'elle veut se promener. Au sommet d'une falaise, Mofan est assis en buvant d'une canette tout en regardant l'arène où il affronterait Yuang le lendemain. Ningxue s'approche de lui et s'assoit à côté de lui. Elle dit que Xinxia lui a dit où le trouver. Elle lui demande ce qu'il fait assis sur la falaise tout seul et il répond qu'il est venu ici pour prendre l'air et voir à quel point sa scène serait magnifique le jour du duel. Il continue en lui disant que sa famille est riche et puissante et qu'elle a une cérémonie de passage à l'âge adulte et que la moitié des personnes dignes de la ville sont invitées. Elle lui conseille de ne pas se battre dans le duel car Yuang ne lui montrera aucune pitié. Mufan lui demande si elle est venue cette fois pour l'emmener. Elle répond que c'est lui qui est parti. Mufan dit qu'il le combattra demain et Ningxue lui demande s'il n'entend pas ce qu'elle lui dit. Elle lui dit que ce sera l'évaluation pour l'université de magie dans moins d'un mois. S'il combat Yuang, il le blesserait si gravement qu'il ne pourrait pas passer l'évaluation. Mofan dit qu'elle aime son père malgré son caractère autoritaire et agaçant. Il dit qu'il doit participer au duel pour humilier Yuang afin que les gens ne voient pas son père comme un imbécile. Il se remémore un moment où le père de Ningxue a maltraité son père. Il lui dit que maintenant une grande opportunité se présente à lui pour prouver que son père est stupide. Il ne fuirait pas. Le jour du duel, Mofan se rend sur le lieu de la cérémonie.
Beaucoup de voitures passent devant lui sur la route. L'équipe de chasse arrive également et ils échangent des politesses. Mo-Fan s'approche d'eux en appelant Kai-Tong sa sœur. Elle lui répond très grossièrement et il se souvient qu'il ne le reconnaîtrait pas parce qu'il porte un masque et un chapeau chaque fois qu'il va chasser. L'équipe, sauf Kai-Tong, pense que Mo-Fan est Fan Mo. Quand il va chasser, il est connu sous le nom de Fan Mo, mais Kai-Tong rejette l'idée. Mo-Fan est vu en train de manger par l'instructeur. Il fait une blague à Mo-Fan et lui dit de traîner avec l'armée après le duel, mais il refuse l'offre. Ses camarades de classe le rencontrent aussi pendant qu'il mange et lui parlent du duel. Ils lui demandent ce qu'il fait ici. Il répond en leur demandant ce qu'ils font ici aussi. Ils disent qu'ils sont là parce que l'école a reçu un certain quota d'invitations et qu'ils sont là pour l'encourager pendant qu'il se bat. L'un d'eux dit qu'il a vu le père de Mo-Fan sur la liste des invités et demande si c'est une erreur. Il répond que c'est une bonne chose que son père soit là car il veut qu'il le voie gagner. Il parle de combien ce serait bien pour son père de regarder son duel. Le père de Ning Xue prononce un discours d'ouverture annonçant la cérémonie officiellement ouverte. Tout le monde lève son verre, portant un toast à l'avenir de la ville. Il continue en disant que l'atmosphère ce soir est arrangée pour un duel. Il dit qu'ils devraient tous se joindre à lui pour observer plus tard le comportement des jeunes de Bo City. Un véhicule roulant lentement sur la route arrive au lieu de la cérémonie de passage à l'âge adulte. Le père de Mo-Fan, Mo Jiaxing, descend du véhicule. Il entre et s'assoit devant les autres spectateurs. Le père de Ning Xue se lève et remercie tout le monde d'être venu à la cérémonie de passage à l'âge adulte de Yuang. Il poursuit en disant que Yuang montrerait la preuve de toutes ses années d'entraînement. Certains spectateurs disent que M. Mu n'a même pas mentionné le nom de Mo-Fan dans son discours, et c'est parce qu'il ne le prend pas au sérieux. Mu-Fan est juste là pour jouer un rôle de soutien, et cela ne compte pas. Un autre dit que c'est juste une scène pour mettre en valeur Yuang. Yuang entre dans l'arène de combat. Mo-Fan l'attend déjà là. Ils s'inclinent tous les deux et se serrent la main. Ils ne lâchent pas la main de l'autre. La main de Yuang commence à geler, tandis que celle de Mo-Fan commence à brûler avec du feu. Yuang remercie Mo-Fan d'être son punching ball et il garantit qu'il le gardera à l'hôpital pendant environ 3 mois. Ils lâchent leurs mains et s'éloignent vers les extrémités de l'arène. Monsieur Mu donne le signal pour commencer le duel. Yuang invoque un sort de glace de 2e niveau et le cible sur Mo-Fan. Mo-Fan le contre avec un feu de 1er niveau. Mo-Fan tire plus de sorts sur lui et il réalise que la vitesse de Yuang a soudainement augmenté. Kai-Tong voit que Yuang porte une chaussure magique qui lui permet de se déplacer rapidement sur le sol. Yuang dit à Mo-Fan que ce genre de magie élémentaire de feu de 2e niveau ne peut rien lui faire. Il dit que, pour être honnête, il ne veut pas perdre de temps avec lui ici dans l'arène. Il ajoute qu'il y a certaines personnes avec qui il ne devrait jamais s'embrouiller dans sa vie. Yuang fait de la magie de glace de 3e niveau. Les spectateurs sont choqués que Yuang ait atteint le 3e niveau en l'espace d'1 an. Mo-Fan commence à ressentir la pression des vrilles de glace. Yuang lui dit que sa petite flamme ne peut pas résister à la puissance de ses vrilles de glace. Le feu autour de Mo-Fan échoue et il tombe au sol. Le père de Ning Xue est prié d'annuler le duel et Mo-Fan est en train de geler. Et il répond en disant comment un magicien du feu peut-il être gelé à mort. Il continue en disant qu'il n'y a pas de sens à gagner ou perdre, n'est-ce pas? De nombreux spectateurs discutent entre eux en se demandant comment il est possible que Yuang, à 18 ans, atteigne le 3e niveau. Même de nombreux mages adultes ne peuvent toujours pas utiliser le 3e niveau de magie élémentaire. Mo-Fan essaie de créer de la poussière d'étoiles de feu dans la glace, mais en vain. Il sait que dans quelques instants, son corps sera complètement gelé, donc il doit compléter les 7 étoiles. Bientôt, les étoiles sont complètes et cela le protège de la glace. Les spectateurs sont choqués car tout le monde semble avoir des avis différents. Mo-Fan dit à Yuang de ne pas penser qu'il est le seul à atteindre le 3e niveau. Il lance le feu sur Yuang. Yuang essaie de s'échapper avec ses chaussures magiques, mais le feu le rattrape, provoquant une grande explosion. Yuang dit à Mo-Fan qu'il ne pensait pas qu'il avait aussi cultivé jusqu'au 3e niveau et que même alors, il ne pouvait toujours pas le vaincre. Il retire son manteau et le jette au sol, exposant son armure magique étincelante. Les spectateurs commencent à se plaindre des chaussures magiques et de l'armure magique. Ils disent que Mo-Fan devrait avoir Yuang avec la contre-attaque. L'instructeur se lève et crie à Mo-Fan de se calmer, qu'il n'est pas de taille face à l'armure magique et qu'il a sûrement montré sa force avec sa contre-attaque. Yuang lui dit qu'il ne peut pas le battre et qu'il devrait accepter la défaite docilement. Il continue à parler de son père jusqu'à ce que Mo-Fan se mette en colère. Il commence à utiliser son élément de tonnerre. Les spectateurs sont choqués en voyant cela. L'équipe de chasseurs réalise enfin qu'ils ont raison, que Mo-Fan, qu'ils connaissent sous le nom de Fan Mo, est leur membre de l'équipe de tonnerre. Mo-Fan dit à Yuang qu'il ne devrait pas être trompé. Son éclair est aussi au 3e niveau et c'est sa véritable force. Il crée un éclair et le dirige vers Yuang. Yuang essaie de fuir, mais les éclairs le rattrapent. Il tombe sous l'oppression de la foudre et son armure magique se brise en morceaux. Il reste allongé sur le sol, tandis que la foule acclame Mo-Fan en victoire.
Mo-Fan se tient à distance, le feu parcourant son poing gauche et la foudre son poing droit. Les gens à la Sainte Cour sont choqués d'apprendre que Mo-Fan a utilisé la double frappe de talent sur le manoir Mo. Mo-Fan est convoqué pour être entendu par la Sainte Cour, mais quand il y arrive, il leur dit qu'ils lui doivent des excuses. Ils sont indignés en entendant cela. Jo-Yoon s'approche du père de Mo-Fan, s'agenouille et s'excuse quand même. Ju-Yoon annonce sous les applaudissements du public que le vainqueur est Mo-Fan et qu'il a maintenant le droit de recevoir une formation au printemps sacré. Les étudiants se retrouvent dans un restaurant pour célébrer la victoire de Mo-Fan. Ils expriment combien ils aimeraient avoir deux talents comme Mo-Fan et leur professeur monsieur. Ju ajoute qu'il a un avenir brillant devant lui avec beaucoup d'options car de nombreuses factions voudraient l'avoir dans leur équipe. Il dit aux étudiants que même s'ils n'ont qu'un seul talent, ils devraient travailler dur avec ceux qu'ils ont et s'efforcer d'entrer au collège de magie pour perfectionner leurs compétences au mieux. Un étudiant demande à Fan s'il ira à la source sacrée et il confirme qu'il ira. Un groupe de laissés pour compte tient une réunion secrète où la taupe qui était censée éliminer Mo-Fan est interrogée sur l'échec du plan. Il leur explique qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ait deux talents et qu'il va se rattraper et faire tomber Mo-Fan. Mais le maître n'est pas disposé à lui donner une seconde chance, alors il le punit pour son échec. Feiyu marche avec Xiaohu, prêt à lui apprendre comment libérer la magie. Il essaie de dissiper ses doutes qui l'empêchent d'utiliser sa magie comme elle le devrait. Il s'arrête lorsqu'il voit Fan et Jinxia sortir d'un magasin. Xiaohu est contrarié de voir cela, et conclut qu'ils sont en rendez-vous parce qu'ils font du shopping ensemble. Alors Feiyu lui demande si, de la même manière, elle peut dire qu'eux aussi sont en rendez-vous. Elle est encore plus agacée par la question et abandonne l'idée de faire du shopping, annonçant qu'ils iront s'entraîner à la place. Pendant ce temps, Fan demande à Xianxia si elle aime le bracelet qu'elle a obtenu pendant leur séance de shopping. Il n'en revient pas qu'elle ait acheté un bracelet qui a l'air bizarre. Elle lui dit qu'il est spécial pour elle parce qu'ils l'ont choisi ensemble comme cadeau d'anniversaire et qu'elle l'adore. Pendant qu'ils parlent, Xiaohu les rejoint et demande pourquoi Fan n'est pas encore allé à la source sacrée. Il lui dit qu'il doit d'abord acheter un cadeau d'anniversaire pour sa sœur, Xinje, avant d'y aller. À ce moment-là, elle l'encourage à partir et lui souhaite bonne chance pour son entraînement. Fan arrive à la source sacrée et est accueilli par Zuo-Yoon qui remarque son retard. On lui montre son lieu d'entraînement et on lui donne sa carte de carte stellaire pour libérer sa magie au moment prévu. En chemin, il rencontre Mu Ningxue qui l'accueille et lui dit que la sécurité autour de la source sacrée est stricte parce que sa sœur a disparu il y a quelque temps. Il l'informe également qu'il pense que l'affaire est liée à la source sacrée car certaines découvertes indiquent la présence de cyclopes autour de la source sacrée. Il dit à Fan de ne pas se soucier des détails et de se concentrer sur son entraînement pour devenir le deuxième plus jeune mage de la nébuleuse après Mu Ningxue. Au laboratoire, le capitaine adjoint rencontre les scientifiques pour connaître leurs récentes découvertes. Ils lui disent, à sa grande attente, qu'un certain liquide de test est similaire à l'eau de la source sacrée, mais qu'il a provoqué une réaction opposée. Alors que l'eau de la source sacrée renforce les pouvoirs, le liquide de test incite à la rage et rend le consommateur assoiffé de sang. Elle remarque que les cyclopes se cachaient habituellement des gens, et que la consommation du liquide de test doit être la raison pour laquelle ils ravagent maintenant la ville. Fan se rend à la source sacrée et s'assoit là, prêt à méditer, lorsque l'énergie dans son pendentif s'excite et commence à tournoyer. Il est perplexe face à l'action et essaie de calmer le pendentif, promettant même d'obtenir un autre pendentif assorti pour être sa petite amie. Mais en peu de temps, il se calme et il continue sa méditation. Mo Jiaxing arrive à un endroit où il est censé livrer des marchandises. Les marchandises allaient être abîmé, mais il est arrivé à temps. À son arrivée, il rencontre deux soldats qui l'informent que son fils a fait sensation au manoir Mu et que toutes les factions essaient de le recruter, même leur chef, Jan Kong. Il demande pourquoi il travaille encore comme livreur et il répond que son travail est difficile et doit être fait par lui. Il leur dit que le travail de son fils et le sien sont similaires car chacun fait ce qu'il doit faire. Les soldats montent sur le toit et regardent la pluie de là. Il remarque que la couleur de la pluie semble inhabituelle, une apparence qui pourrait être comparée à de l'urine. En riant à ce sujet, Entrée leur demande s'ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Ils lui disent que non, alors il leur ordonne de rester vigilants sur le flanc de la montagne. Plusieurs yeux rouges apparaissent dans la forêt, suivis des crocs et des griffes de cyclopes. Mu Ningxue et une soldate sortent du bâtiment. Elles promettent de se tenir informées. Ningxue dit à la soldate de garder un œil sur Fan parce qu'une semaine dans la source sacrée pourrait le pousser au-delà de ses limites. Elle promet qu'elle le fera. Pendant que Ningxue s'en va, il remarque que la pluie est inquiétante. Le commandant rencontre les soldats à la base de la source sacrée et demande si la patrouille 4 est de retour, mais on lui dit qu'ils ne sont pas revenus.
Les soldats de la patrouille 4 traversent les bois à la recherche de toute anomalie. Le chef mage de lumière rappelle aux mages de lumière stagiaires que leur travail est d'envoyer toujours un signal lumineux en cas d'urgence. Il est encore en train d'expliquer cela lorsque le mage de lumière est soudainement attaqué. Il regarde pour voir ce qu'il a attaqué et trouve un cyclope. Le mage de lumière attaqué utilise ses dernières forces pour lancer une fusée lumineuse comme signal à la base. De la même manière, le chef mage de lumière libère également une fusée lumineuse avant d'être attaqué. Le reste des soldats de la patrouille 4 se cache dans une grotte et appelle la base pour les informer de ce qui vient de se passer. Pendant qu'il parle, le cyclope frappe la grotte, l'ouvrant et attaquant tous les membres restants de l'équipe de patrouille. Après mûre réflexion, les soldats à la base décident d'annoncer le code 100 à la ville afin que tous les citoyens puissent rentrer chez eux pour éviter d'être dévorés par le cyclope. Au printemps, Fan essaie d'activer sa magie de carte stellaire, mais il n'y parvient pas. Il commence à se demander combien de temps il a passé au printemps, si c'est le matin ou la nuit, et si sa sœur va bien. Pendant ce temps, les habitants de la ville de Beau commencent à réagir à l'alarme, courant dans leur maison. Peu de temps après, les cyclopes commencent à semer la pagaille dans la ville. Tagapsi essaie de les combattre et reconnaît l'une des créatures comme un Taralicus. Les mages à la base du printemps sacré combattent encore les cyclopes à leur base lorsqu'ils reçoivent un appel leur disant qu'une horde de cyclopes attaque les gens en ville. Le commandant leur ordonne de quitter la base et d'aller en ville pour protéger les citoyens. Il leur dit que cela devrait être leur priorité avant d'autre chose, y compris la source sacrée. Le père de Mofan a terminé sa livraison et retourne en ville. Il remarque la pluie inhabituelle, sans qu'il le sache, il y a un coucou derrière sa voiture en mouvement. Mofan est toujours à la source sacrée, se remémorant les leçons qu'il avait reçues pour débloquer sa magie du diagramme stellaire. Il pense aux conseils que mademoiselle lui a donnés pendant l'entraînement et commence à imaginer qu'elle pourrait être attirée par lui romantiquement. Monsieur Zuo-Yun et sa fille, Ning Xue, essaient de sortir de la base à la source sacrée, mais réalisent qu'ils sont entourés. Elle utilise ses pouvoirs pour frapper tous ceux autour d'eux, mais celui au-dessus les frappe, blessant son père. Elle utilise ensuite ses pouvoirs pour créer un oiseau qui l'emmène, elle et son père blessés, loin de la scène. La Black Furia se réunit à nouveau et discutent de la façon dont ils ont décidé d'adopter une approche agressive parce que la personne qui était censée arrêter Mofan a échoué. Ils notent qu'ils auraient pu rester cachés et que, comme ils se sont révélés, la Sainte Cour va les découvrir. Ils ont l'intention d'attaquer la base de la source sacrée et prévoient d'utiliser la ville comme diversion afin que, lorsque les soldats sortiront dans la ville pour sécuriser les citoyens, ils attaqueront le bâtiment qui sera laissé sans protection. Toujours à la source sacrée, Mofan fait de son mieux pour connecter les 7 orbites et activer sa magie du diagramme stellaire. Pendant qu'il s'y attelle, le bâtiment commence à trembler. Il va vérifier ce qui se passe et rencontre le cyclope. Le cyclope dévore le garde devant lui et essaie de l'attaquer aussi lorsque le capitaine adjoint fait irruption et attaque le cyclope. Elle utilise une procédure d'urgence pour vider la source dans une bouteille afin qu'elle et Fan peut s'échapper vers la terre ferme. Elle dit à Mofan que la source sacrée doit être protégée à tout prix, puis elle explique comment la Curie Noire a créé la source de la rage et l'a infusée dans la pluie pour que Cyclope puisse être en furie sanguinaire. Il demande comment la ville se porte dans tout cela et elle lui dit qu'elle n'en a aucune idée. La route d'évacuation d'urgence les mène à une colline juste derrière son ancienne école de magie et il découvre avec consternation que l'école est remplie de nombreux cyclopes sans aucun signe d'humain aux alentours. Un étudiant est vu en train de fuir les cyclopes tandis qu'un autre groupe, une bande de l'école, se cache dans un coin. Leur chef de bande parle aux autres et se souvient qu'il y a un abri tout près qui appartient à son oncle. Il leur dit qu'il n'y a pas de raison d'attendre là-bas car si les cyclopes ne les mangeaient pas, ils mourraient de faim de toute façon s'ils restaient là trop longtemps. Il suggère qu'ils se réfugient dans l'abri et y restent un moment jusqu'à ce que la situation s'améliore un peu. Alors qu'ils essaient de courir vers la sécurité, une horde de cyclopes les attaque un par un jusqu'à ce qu'ils soient tous dévorés. Shinxia, la sœur de Mofan, roule son fauteuil roulant parmi d'autres étudiants. Elle essaie aussi de courir vers la sécurité, loin du cyclope menaçant. Elle est proche de la barrière de sécurité lorsqu'un cyclope se rapproche derrière elle. Elle panique un peu, mais Fei Yu intervient à temps pour frapper le cyclope, la sauver et la faire entrer dans la barrière de fer de l'école. De retour à la sortie de secours, Mofan décide qu'il ira en ville pour vérifier sa famille. La vice-présidente est mécontente d'entendre cela car elle s'attendait à ce qu'il soit un peu plus altruiste dans sa décision en tant que mage. Mais il est déterminé à sauver sa famille à la place. Il part et se dirige vers la ville. Mais avant qu'il ne parte, le capitaine adjoint lui demande une faveur très importante: de protéger la petite bouteille contenant la source sacrée à tout prix. Elle lui dit qu'il vaut mieux qu'il la protège lui plutôt qu'elle, car elle sera indétectable dans ses mains, contrairement aux siennes. Elle lui dit que l'armée n'a pas la force de faire face pleinement aux cyclopes, et qu'une façon de contribuer grandement à la lutte sera de protéger la source sacrée
afin que la Curie noire ne mette pas la main dessus et n'apporte pas de désastre au monde. Il lui répond qu'il ne se soucie pas de la source sacrée et que sa priorité est sa famille. Elle lui demande s'il est le seul à ne pas avoir de famille, et que chaque mage de la ville se bat pour s'assurer que les citoyens restent en sécurité, et ils le font malgré le fait qu'ils ont leur famille. Elle le presse de penser aussi à la ville, et il le fait. Il finit par lui donner une photo de sa famille, lui demandant de prendre soin d'eux si elle les voit. Sur ce, il se sépare d'elle et se dirige vers la ville. Le père de Mofan échappe de justesse à un cyclope, et après avoir conduit plus loin, rencontre un homme dont la voiture est en panne et qui se trouve coincé sur la route. Il prend l'homme dans sa voiture et lui dit qu'il se rend en centre-ville pour sauver son fils. L'homme lui dit que tous les survivants seront à la barrière de sécurité et que personne ne se dirige vers le centre-ville à ce moment-là. Mais le père de Mofan est catégorique, car il croit que son fils est au centre-ville. Alors il dit à l'homme de descendre de la voiture s'il ne veut pas y aller, car il ira de toute façon au centre-ville pour sauver son fils. À la base, le commandant remarque que la pluie a cessé. Cependant, il reçoit des rapports sur la situation actuelle en ville indiquant que les pertes augmentent sans assez de soldats pour combattre les monstres. Il trouve ces nouvelles inquiétantes et décide qu'il rejoindra les soldats dans la ville, mais Yang Zuai insiste pour y aller à sa place. Après beaucoup d'hésitation, le commandant le laisse partir et lui demande de revenir en un seul morceau. De retour à l'école, les élèves essaient d'utiliser leur pouvoir magique pour combattre le cyclope. Deux filles rencontrent un cyclope et essaient d'utiliser la magie de métamorphose pour s'échapper, mais elles finissent par être dévorées. Fei Yu rencontre un groupe de filles fuyant un cyclope et intervient en utilisant la magie de congélation. Il leur dit de se cacher s'ils le peuvent et qu'ils ne doivent pas essayer de combattre un cyclope s'ils n'y sont pas obligés. Il leur dit ensuite d'aller au stade. Ce sera plus sûr là-bas. Alors que Fei Yu et Xie Yong sont sur le point d'être maîtrisés par le cyclope, ils reçoivent l'intervention de Mofan, qui intervient à temps pour les sauver. Ils sont ravis de le voir et commencent à lui poser des questions sur la source sacrée, oubliant la situation dans laquelle ils se trouvent. Mofan leur dit de ne pas poser de questions car il n'y a pas de temps pour bavarder à ce moment-là à cause de la situation dans laquelle ils se trouvent. Il leur dit ensuite de se diriger vers le stade. D'autres étudiants seront également au stade. Au stade, les étudiants racontent leur rencontre avec le cyclope. Pendant ce temps, les enseignants se réunissent dans un coin pour discuter de la manière de se déplacer vers un endroit plus sûr. L'un des enseignants suggère qu'il y a trop d'étudiants et qu'ils devraient tous laisser les étudiants derrière et courir vers la forteresse car le nombre d'étudiants attirera le cyclope et causera encore plus de victimes. Certains des enseignants bienveillants s'opposent à l'idée et la réprimandent pour avoir proposé un plan aussi égoïste, tandis que d'autres prennent son parti. Les autres soulignent que ce serait de la lâcheté de fuir de cette manière. Un enseignant propose un autre plan, envoyer une équipe d'éclaireurs pour ouvrir la voie et sécuriser le chemin pour que les autres puissent les suivre. Les autres pensent que c'est un plan très risqué, mais ils reconnaissent aussi que c'est une bonne idée. Ils le questionnent pour savoir comment ils vont trouver des volontaires prêts à s'engager dans une tâche aussi dangereuse. Il leur dit qu'il a un groupe d'étudiants exceptionnels dans sa classe qui seront capables de mener à bien la tâche et qu'il leur demandera et sélectionnera les meilleurs d'entre eux pour se porter volontaires et accomplir la tâche. Le professeur rencontre sa classe et leur dit qu'il a besoin d'un groupe de volontaires pour ouvrir la voie et dégager un chemin pour que le reste des élèves puissent passer. Il leur dit qu'ils ne sont pas obligés d'accepter et que s'ils ne veulent pas être en tête, ils peuvent rejoindre le train qu'ils ont appelé l'Exode. Les élèves considèrent le plan et commencent à se porter volontaires un par un pour faire partie de l'équipe de tête. Kun-san ne veut pas faire partie de l'équipe de pionniers parce qu'il pense que les gens devraient dégager le cyclope du chemin et ensuite il marcherait sur un chemin sans danger. Mais son ami Mubai a déjà décidé qu'il fera partie de l'équipe de pionniers. Il essaie de convaincre Mubei de changer d'avis, mais il est inflexible. Lorsqu'il voit que son ami ne changera pas d'avis et qu'il ne pourra pas partir sans lui, il décide de rejoindre l'équipe de pionniers avant d'entrer dans le stade. Fei Yu et Mofan écoutent depuis la porte, entendant tout ce que le professeur vient de leur dire sur chaque équipe et le besoin de volontaires. Fei Yu demande alors à Mofan s'il rejoindra l'équipe de tête ou The Exodus, et Fan lui dit que The Exodus est une équipe dangereuse à rejoindre. Il lui dit que bien que The Exodus ait un nombre et l'avantage de suivre un chemin déjà dégagé, ils risquent d'être facilement repérés par le Cyclope à cause de leur nombre. Et lorsque le Cyclope apercevrait les étudiants, ceux-ci ne pourraient rien faire pour se protéger, non seulement à cause de leur manque de compétences, mais aussi à cause de leur peur et de leur lâcheté. Voyant que cela est une bonne logique, Fei Yu décide que d'être en tête est la meilleure option. Alors, il entre dans la pièce et annonce que lui et Mofan feront partie du groupe de pionniers. À ce moment-là, tout le monde se tourne pour les voir, la surprise inscrite sur leur visage. Ils disent à Mofan qu'ils sont à la fois surpris et heureux de le voir vivant et à l'école au lieu de la source sacrée. Mais Fei Yu pense qu'il parle de lui et commence à se vanter seulement pour qu'il le corrige et lui fasse savoir qu'il parlait de Mofan à la place. Le capitaine adjoint, Lin,
est vue en train de fuir un cyclope qui semble la rattraper. Elle fait de son mieux pour utiliser sa magie contre lui, mais elle a très peu d'endurance restante, donc elle n'arrive pas à frapper correctement avec sa magie. Pendant qu'elle lutte, Yang, qui a été envoyé par le commandant pour prêter main forte dans la ville, se trouve là à ce moment et l'aide à vaincre le cyclope. Ils parlent un peu du cyclope et ils conviennent tous les deux que l'épidémie a été causée par la Curie Noire et qu'il fallait l'arrêter à tout prix pour que l'attaque puisse cesser. Il lui demande alors au sujet de la source sacrée et si elle a pensé à l'extraire de la base de la montagne pour que la Curie Noire ne puisse pas l'atteindre, car ils avaient la capacité et le désir d'utiliser son pouvoir pour causer du tort. Elle lui dit qu'elle a bien extrait la source et qu'elle l'a donnée à Mofan parce qu'il ne viendrait pas à l'esprit des membres de la Curie Noire que la source soit avec un étudiant plutôt qu'un soldat. Elle lui dit aussi que Fan se dirige vers la ville et bien qu'elle ne connaisse pas sa localisation exacte à ce moment-là, elle sait qu'il a l'intention d'aller à l'école de magie pour rencontrer sa sœur. Yang est d'accord avec elle sur le fait qu'elle a pris une bonne décision en lui donnant la source sacrée et qu'ils doivent chercher Fan pour lui apporter du soutien et s'assurer que la source sacrée parvienne aux bonnes mains sans être altérée. Il lui a alors suggéré qu'ils se séparent pour leur recherche afin de le trouver plus rapidement avant la Curie Noire. À l'école, les étudiants se divisent en équipes. L'équipe pionnière, dirigée par leur professeur, Monsieur, joue, se prépare à partir pour dégager le chemin pour les autres. Ils commencent leur quête en avançant avec la plus grande prudence car ils connaissent déjà le danger qui rôde. Lorsqu'ils arrivent à un kiosque à journaux, ils remarquent un cyclope, mais le cyclope disparaît presque immédiatement. Ils se dispersent pour chercher le cyclope. Ils essaient en vain, puis ils envoient Jiang Yileng utiliser ses pouvoirs de vent pour parcourir la zone et voir s'il y a des monstres autour. Alors qu'elle effectue la tâche seule, elle reçoit un coup malheureux dans le dos. Avant de mourir, elle pousse un cri puis s'éteint. Ils sont tous consternés et affaiblis par la mort de Yileng, mais Mofan leur parle et les exhorte à rester forts et à continuer leur devoir. Le professeur demande à savoir comment Mofan parvient toujours à rester calme à chaque attaque, et il répond en lui disant qu'il a rejoint les City Hunters à un très jeune âge. Pendant son temps en tant que City Hunter, il a combattu de nombreux monstres terrifiants et effrayants, et ce faisant, il a appris à gérer la peur. Le dernier membre de l'équipe qui est allé en reconnaissance revient pour leur indiquer l'itinéraire le plus sûr à suivre et les endroits où se trouvent des cyclopes. En utilisant les informations qu'il venait d'obtenir de l'éclaireur, Mofan élabore une stratégie pour éliminer chaque monstre sur leur chemin et avancer. Il attribue ensuite des tâches à chaque membre de l'équipe en fonction de leur force personnelle et de leur magie particulière, qu'il s'agisse du vent, de l'électricité, de la terre ou de la glace. Leur professeur, qui a écouté, dit à Mofan après qu'il ait fini de parler qu'il est impressionné par le plan et qu'il est heureux qu'il ait pu calmer et unir tout le monde malgré la gravité de la situation. Xiaohu a été chargé de distraire le cyclope à la fontaine pour que les autres puissent l'éliminer et écarter le danger avant cela. Il essaie de trouver un plan qui l'aidera à distraire le monstre sans être blessé et en même temps aidera le reste de l'équipe à tuer le monstre. Il se souvient que Mofan leur avait dit plus tôt que le monstre qu'ils allaient rencontrer ne courait pas très bien en zigzag. Alors Xiaohu a décidé de courir en zigzag pour ralentir le monstre. Xiaohu essaie toujours de planifier ses pas lorsque le monstre se retourne et le voit. Le monstre fonce sur elle à une vitesse très élevée. À ce moment-là, il se souvient de ses plans et les met en œuvre immédiatement. Cependant, lorsqu'ils arrivent dans les bois, le monstre commence à utiliser les arbres pour rebondir et gagner de la vitesse. Xiaohu s'en rend compte et sait à ce moment-là que courir en zigzag ne lui servira à rien, mais il continue de courir quand même. Le monstre se rapproche presque immédiatement et le frappe par derrière, le projetant au sol et lui infligeant une blessure. Xiaohu est assis blessé dans un coin tandis que le monstre marche menaçant vers lui. Il a vraiment peur et prie pour ne pas mourir et que quelqu'un intervienne pour le sauver, mais il se réprimande en pensant qu'il était seul à ce moment-là et que personne ne pouvait l'aider. Il pense aussi au fait que si le monstre le tue, il s'en prendra à ses coéquipiers ensuite et cette pensée le bouleverse. Alors, il décide d'utiliser une tactique spéciale pour maîtriser le monstre. Alors que le monstre fonce vers lui, il utilise la magie du vent pour déplacer des objets et frapper le monstre. Le monstre tombe, ce qui satisfait beaucoup Xiaohu. Il est content d'avoir utilisé la magie de 3e niveau appelée Ombre Fugace pour frapper le monstre. Le coup ralentit un peu le monstre, lui donnant la chance de réaliser la prochaine étape du plan. Il l'a attiré dans une zone avec des tiges aiguisées et a utilisé sa magie pour créer un clone de lui-même. Il a fait courir le clone devant le monstre pour lui faire croire que c'était lui. Le monstre a ensuite suivi le clone dans la zone remplie de tiges aiguisées. Les tiges ont transpercé le monstre et il a trouvé sa fin immédiatement. Xiaohu est très ravi d'avoir tué le monstre appelé le loup à un Yuoi. Il est encore plus fier parce que Mofan en avait tué un lui-même et il avait hâte de lui dire qu'il avait aussi pu tuer un loup à un Yuai. Au moment où Xiaohu revient vers l'autre équipe, il est déjà faible et s'évanouit à côté d'eux. Les autres équipes ont du mal à vaincre les monstres avec lesquels elles se battent.
L'équipe de Mubai essaie de combattre avec de la glace et de geler le monstre, mais ils ne peuvent pas tenir longtemps, alors ils retournent vers l'équipe de Monsieur Zhu. Feiyu, quant à lui, essaie de combattre avec le tonnerre, mais lui aussi ne peut pas suivre. La vue de Mubai courant vers l'équipe, poursuivi par un monstre, remplit Mofan de rage au point qu'il détruit le monstre avec sa magie sur un coup de tête. Le reste de l'équipe regarde avec étonnement, se demandant comment et quand il est devenu si puissant. Le père de Mofan conduit avec l'homme qu'il a pris sur la route quand soudain la voiture s'arrête en chemin. Il sort pour vérifier le papier et se rend compte que le pneu de la voiture s'est dégonflé. Il est triste de voir cela, alors il va au siège passager pour informer l'homme de ce qui s'est passé. L'homme lui dit de le réparer, puis reste dans la voiture. Le père de Mofan lutte seul pour réparer le pneu et lorsqu'il n'y parvient pas, il retourne à la voiture pour demander de l'aide à l'homme. Mais il est surpris de ne trouver personne à son siège. Il commence à se demander où l'homme a bien pu aller. M. Zhu est excité d'apprendre que les 3 démons à un œil ont tous été vaincus. Il leur dit que c'est tellement impressionnant que les autres professeurs ne croiront pas que sa classe a vaincu à elle seule 3 loups à un œil. Un étudiant lui fait remarquer que leur succès est attribué à Mofan qui a élaboré un excellent plan qui a conduit à leur réussite. Mofan soutient qu'il n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit sans eux. Il se souvient que les monstres qu'il a tués avaient d'abord été affaiblis par Mubai et Feiyu, et donc les tuer n'était que terminer ce qu'ils avaient commencé. Il leur dit que le travail d'équipe est important et que les mages de terre, de vent et d'eau doivent tous travailler de différentes manières pour unir leurs forces et rester en sécurité. Il rappelle à Mubai qu'il est le mage le plus puissant parmi eux et qu'il doit contrôler ses pouvoirs de glace et les utiliser pour protéger tout le monde autour. Il lui dit de ne pas penser à l'utiliser pour geler des monstres qui se déplacent à une vitesse inhabituelle. Mais l'ami de Mubai s'offense et demande pourquoi Mofan voulait réprimer les pouvoirs de Mubai alors qu'il pourrait les utiliser grandement. Mofan répond et lui dit de fermer sa bouche où il s'assurera qu'après leur escapade avec les monstres, il ne parle plus jamais. Il dit à Yu de travailler avec Monsieur Zhu et il se sent immédiatement effrayé parce qu'il n'a pas pu utiliser sa magie correctement plus tôt. Mais Monsieur Zhu l'encourage à utiliser ses pouvoirs quand même, car il sait qu'à cause de la peur, Yu est aussi un mage très puissant. Il leur dit que la raison pour laquelle Mofan est si fort est qu'il a rejoint Ed, les chasseurs du camp, à un jeune âge et a appris à développer son pouvoir là-bas. Il demande s'il est possible que Xinglu revienne à la vie s'il utilise sa magie comme prévu, mais le professeur lui dit qu'il ne peut pas se blâmer pour la mort d'une autre personne alors qu'il n'a rien fait pour la causer. Les autres lui disent de se débarrasser de cette mentalité de faiblesse car ce serait un point faible pour eux dans le combat. Ils lui disent de développer une forte confiance en lui pour mieux se battre et aider l'équipe. À ce moment-là, Xiaoyu reprend conscience, et ils se précipitent tous pour s'occuper de lui. Ils remarquent qu'il a besoin de soins immédiats pour arrêter le saignement afin qu'il ne meure pas. Monsieur, Zhu leur dit qu'ils auront besoin d'un hémostatique pour arrêter le saignement car les traitements par le feu ou les bandages ne fonctionneront pas dans ce cas. Il demande comment ils pourront obtenir un tel traitement, et il leur dit qu'il y a une pharmacie juste devant afin qu'ils puissent s'y rendre et obtenir un traitement pour Xiaoyu. Il leur dit qu'après avoir obtenu l'hémostatique, ils se dirigeront vers la barrière protectrice pour la sécurité. Mofan décide d'aller chercher l'hémostatique lui-même, mais Xiaoyu essaie de le dissuader, lui disant qu'il n'en vaut pas la peine. Mais Mofan lui rappelle qu'il est tout aussi important, car sans lui affaiblissant les monstres, il n'aurait jamais eu la moindre chance de les tuer avec succès. Il lui dit ensuite au revoir et part chercher l'hémostatique pour le traitement. Alors que les monstres continuent de perturber la ville, Kun-san utilise sa compétence de détection d'ondes pour vérifier la zone et constate qu'il n'y a pas de monstres à proximité. Les autres sont heureux de l'entendre car cela signifie qu'ils peuvent aller au bout de la rue pour l'hémostatique sans être attaqués par des monstres. Kun-san porte Xiaoyu sur son dos avec les autres à côté de lui alors qu'ils se dirigent vers leur point de rendez-vous où ils doivent attendre que Mofan apporte le médicament pour Xiaoyu. Il demande s'il est à l'aise sur le dos de Kun-san et il leur dit qu'il est un peu inconfortable mais qu'il ira bien parce que Mofan va apporter le médicament dont il a besoin et qu'il ira mieux. Alors qu'ils descendent la rue, Mubai leur dit de faire attention car la rue est trop calme et il y a une chance que quelque chose de mauvais soit sur le point de se produire. Monsieur Zhu est d'accord avec Mubai et les avertit encore d'être prudents. Ils sont tous d'accord et se rappellent comment Mofan lui disait que dans une jungle avec de nombreux monstres, le silence était un signe de danger. Ils continuent à marcher avec prudence jusqu'à ce que Mubai les arrête. Il s'avance d'abord pour vérifier ce qu'il ressentait, puis il fait signe aux autres de venir voir ce qu'il vient de trouver. Ils le rejoignent et découvrent un autre monstre qui est 10 fois plus grand que ceux qu'ils avaient combattus auparavant. Mubai reconnaît le monstre, qui s'appelle le monstre à visage cornu. Dans une autre scène, une femme est vue essayant de fuir avec ses enfants lorsqu'elle est interceptée par les monstres. Heureusement, la capitaine adjointe Lin Yuxian est là et frappe le monstre avec sa magie. Un autre monstre apparaît et Lin panique, ne sachant pas comment elle va les combattre tous les deux en même temps.
Elle est encore figée quand une énorme bête fait irruption et effraie les monstres. Elle regarde le cavalier et trouve l'instructeur Bai Yang assis sur la bête. Elle est heureuse de le voir et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Elle lui demande ce qu'il fait dans les parages et il lui dit qu'il va sauver un élève en particulier. En entendant cela, Lin se dit qu'il vaut mieux ne pas le déranger avec les détails de la source sacrée, mais plutôt chercher Mo-Fan par elle-même pour que l'instructeur puisse poursuivre sa quête sans aucune interférence de sa part. De plus, elle avait l'intention d'attirer l'attention de la Curie Noire et de leur faire croire qu'elle était avec la source sacrée afin de gagner du temps pour les gens de son côté. Elle lui dit qu'elle pourra gérer les choses toute seule. Il lui dit de continuer et d'être prudente pendant qu'elle est là-bas. Sur ce, il lui fait ses adieux et s'en va sur sa bête. Mo-Fan est vu en train de courir. Il arrive à une porte et commence à se remémorer les moments passés avec Xiao dans le passé, comment Xiao lui a demandé s'il aimait Bow City. Et il a affirmé en lui disant que bien qu'il aimait la ville, il aimerait aller dans une véritable école de magie. Il lui dit qu'il veut aller dans une ville plus grande et amusante pour y vivre de nouvelles expériences. À la fin, Xiao promet de travailler dur pour pouvoir être avec son frère aussi. Les amis de Mo-Fan se cachent toujours du démon à visage cornu et ils l'identifient comme un démon de niveau guerrier et qu'il est dangereux qu'ils les regardent dans les yeux sans parler de les combattre. Ils ont peur que Mo-Fan rencontre le même type de démon et doivent s'en occuper seuls. Cette pensée les fait commencer à paniquer. Mo-Fan trouve la pharmacie et commence à chercher l'hémostatique. Pendant qu'il le cherche, il remarque un trou dans le sol et va voir ce qui a pu causer ce trou. Il voit un monstre en bas se nourrissant du corps d'une personne qu'il avait tuée. Sans qu'il le sache, le monstre est un monstre de niveau commandant. Quand le monstre sent sa présence, il se tourne pour lui faire face. Cela provoque l'émission d'un rayon de chaleur qui manque de peu de brûler Fan. Il s'est réfugié dans une autre partie de la pharmacie où il a remarqué l'agent hémostatique qu'il cherchait. Le monstre essaie de se relever et de repartir à la chasse de Mo-Fan, mais les crocs d'un autre monstre 10 fois plus grand apparaissent de nulle part, attrapent le plus petit monstre et le dévorent facilement. Mo-Fan, qui observait depuis un coin caché, est effrayé par la scène. Il reconnaît le plus grand monstre comme le loup à 3 yeux. Il est très effrayé car il n'a jamais affronté un monstre comme ça auparavant. Il est encore en train de réfléchir à son prochain mouvement quand il sent une présence au-dessus de lui. Il lève les yeux et voit le loup à 3 yeux le regarder fixement. Heureusement pour Mo-Fan, il détourne les yeux juste à temps pour sauter lorsque le monstre va l'attaquer, pensant qu'il est sans vie. L'équipe est arrivée au point de rendez-vous. Ils attendent depuis très longtemps Mo-Fan qui ne semble pas venir. Ils se disputent entre eux pour décider de ce qu'il faut faire. Certains pensent qu'il devrait avancer et d'autres pensent qu'il devrait attendre Mo-Fan. L'un d'eux mentionne qu'il est déjà mort et qu'il devrait avancer parce qu'il a dit que les vivants doivent toujours avancer et laisser partir les morts. Mais les autres ne sont pas d'accord. Ils lui disent qu'ils attendront et mourront avec lui si cela doit arriver parce qu'ils ne pourraient pas atteindre la barrière protectrice seuls de toute façon et cela signifierait quand même la mort. Et alors qu'ils débattaient encore de partir ou rester, Mo-Fan sort d'un trou, choquant à nouveau ses amis. Ils sont heureux et surpris de le voir et il leur dit qu'il a failli perdre la vie. Quand le professeur lui dit qu'il n'aurait pas dû y aller, il plonge la main dans sa poche et sort le pot d'agent hémostatique, lui disant que le risque en valait la peine pour le bien du médicament. L'enseignant récupère le médicament et l'administre à Xiaoku, qui se rétablit immédiatement et remercie Mo-Fan pour le médicament. Mo-Fan est très excité de voir que Xiaoyu est de nouveau sur pied, puis leur dit qu'il est temps de partir. Pendant ce temps, l'équipe d'exode des étudiants descend le chemin dégagé pour eux par l'équipe de pionniers. Ils remarquent des monstres morts éparpillés autour et aperçoivent ensuite Zhang Yinglu là où les étudiants l'ont déposé après sa mort. Ils commencent à paniquer, se souvenant qu'elle faisait partie de l'équipe de pionniers. Ils pensent que si un membre de l'équipe de pionniers n'a pas pu survivre, alors tout espoir est perdu pour eux. Leur professeur leur dit de ne pas paniquer mais d'être sages et forts et que s'ils travaillent tous ensemble comme ils le devraient, ils pourront atteindre la barrière protectrice en toute sécurité. Ils puisent de la force dans les paroles de leur professeur et conviennent qu'ils n'abandonneront pas. Ou laisser le travail de l'équipe pionnière se perdre. Ils décident qu'ils se battront aussi et s'assureront de réussir. Le professeur leur suggère d'emporter le corps de Zane avec eux et ils le font. À un certain moment, les monstres arrêtent tout ce qu'ils font et commencent à grogner. C'est à ce moment-là que Mo-Fan et son équipe sont proches de la barrière protectrice. Il leur dit que les environs sont un peu plus sûrs par ici et que leur seul défi serait de traverser le fossé juste devant. Ils touchent le récipient portant la source sacrée et soupirent pour s'assurer qu'il est toujours avec nous et que tout est en sécurité. Ils sont encore en route lorsqu'ils remarquent une bête devant eux. Alors qu'ils s'approchent, ils remarquent que le cavalier est quelqu'un qu'ils connaissent. C'est l'inspecteur Bai Yang sur la bête et ils sont soulagés de voir enfin quelqu'un de l'armée. Il exige que Mo-Fan lui remette la source sacrée
mais il refuse. Il menace alors Mo-Fan de mort pour son refus. Dans la première scène, des monstres escaladent une tour. Les monstres sont attaqués par la magie de feu des mages, mais les mages sont submergés. Si cela continue, ils perdront la montagne Weifang. Les mages crient en essayant de repousser les monstres. Au sommet de la tour, le chef a appris qu'un membre de la 4e patrouille est revenu vivant. Le chef est heureux que quelqu'un ait pu revenir de l'exposition à l'extérieur. Il demande à ses hommes de bien s'occuper de lui. Au même moment, dans la ville, des réfugiés essaient de s'échapper. De nombreuses femmes, familles et enfants sortent pour survivre. L'armée les laisse entrer dans des abris sûrs, mais le nombre de réfugiés est trop élevé et la zone devient encombrée et chaotique. Un soldat se plaint de l'état des choses à Monsieur Mu pendant qu'il est soigné par les infirmières dans l'infirmerie de l'abri. Le soldat dit à Mu qu'il devrait profiter de cette occasion pour se reposer un peu. Mu le remercie, puis donne au soldat l'instruction d'aménager une chambre pour que Mu et sa fille puissent rester dans un endroit convenable pour se reposer. La fille de Mu, Ning Xue, se tient dans la salle avec son père pendant cette conversation, mais son esprit s'égare lorsqu'elle entend des soldats parler des gens de Sky Magic High School en route vers leur emplacement actuel. Elle a peur parce qu'elle connaît le danger qui attend les personnes en voyage. Alors qu'elle essaie de sortir de l'infirmerie en courant, son père l'arrête immédiatement, lui disant que si l'armée, avec tous ses effectifs, n'est pas capable d'aider les gens dehors, qu'espère-t-elle accomplir? Ning Xue ne recule pourtant pas. Elle dit à son père qu'elle devrait essayer d'aider d'une manière ou d'une autre, au lieu de rester inactive à l'infirmerie. Mu choisit obstinément de garder sa fille sur place. Il ordonne aux soldats de la surveiller pour qu'elle ne quitte pas l'infirmerie et ne soit pas en danger. Son attitude réticente choque Ning Xue qui regarde son père avec incrédulité. Dans la scène suivante, Fan Fan et le reste des étudiants de Sky Magic High School sont bloqués par un homme étrange sur un immense louarc. Fan dit à l'homme qu'il y a quelque chose de profondément anormal chez lui tandis que l'homme étrange rit. Il dit à Fan que sa capacité de perception le surprend, contrairement à Fan. Beaucoup de personnes tuées par cet homme étrange n'ont pas réalisé que c'était lui qui les avait tués. L'homme rit pour lui-même, son rire enrage les autres étudiants qui veulent l'attaquer, mais Fan leur dit de rester à l'écart de lui. L'homme étrange sur l'Archewolf sourit. Il dit à Fan qu'il s'intéresse aux étudiants, mais qu'il veut quelque chose en la possession de Fan, la source sacrée. Il dit à Fan que s'il la lui donne, sa vie sera épargnée. Fan soupçonne que l'homme qui s'avère être son instructeur est de la Curie Noire. Mais l'instructeur essaie de réduire ses craintes. Fan lui rappelle leur première séance d'entraînement. À ce moment-là, un Archewolf massif a été tué par Mo. Ensuite, les autres enseignants ont informé cet instructeur malveillant et il a été choqué. Il s'est précipité pour aller vérifier l'Archewolf. Cette action l'a rendu suspect. Après cela, Fan se souvient avoir été informé que la Curie Noire avait créé une source violente similaire à la source sacrée. La source violente rend les monstres violents et les fait se comporter de manière maniaque. De retour au présent, l'instructeur malveillant dit à Fan que c'est bien s'il ne dit rien. D'une manière ou d'une autre, l'instructeur croit qu'il obtiendra la source sacrée. Fan n'a pas peur, il dit à l'instructeur maléfique que, comme auparavant, il vaincra à nouveau l'Archewolf. Le professeur sourit, puis il invoque deux bêtes sombres qui surgissent du sol pour attaquer les autres étudiants. Fan s'inquiète pour ses collègues, mais à cause de cela, il est distrait lorsque l'Archewolf bondit sur lui. Il atterrit sur Fan avec férocité. Xiaou, un des étudiants, essaie d'aider Fan, mais une bête noire le frappe avec ses griffes. Xiaou a peur. Il sent du sang sur son visage, mais il est surpris de voir qu'il n'a pas été touché par la bête. Au lieu de cela, quelqu'un a utilisé la magie pour le protéger. Xiaou se retourne pour voir que Heiyu a été tué par l'une des bêtes. Sa magie de protection s'estompe, et puis la bête essaie de bondir sur Xiaou à nouveau, mais cette fois, il est sauvé par les autres étudiants qui utilisent leurs divers pouvoirs élémentaires pour se débarrasser de la bête. Xiaou se précipite vers Heiyu, il pleure en lui demandant pourquoi elle a choisi de le protéger lui au lieu de se protéger elle-même. Elle lui dit que c'est parce qu'il est quelqu'un de très important pour elle. Elle sourit, puis s'évanouit dans ses bras tandis que Xiaou pleure. Pendant ce temps, l'instructeur rit de Fan. Il lui dit que pendant qu'il est coincé sous l'Archewolf, les autres étudiants se font tuer. Il invoque alors deux nouvelles bêtes sombres. L'instructeur sourit de plaisir face à la situation actuelle, mais immédiatement après, Fan utilise la magie pour repousser l'Archewolf. L'instructeur se moque de ses compétences puis dit à Fan qu'il n'a plus qu'une leçon à lui enseigner, ne jamais faire confiance à personne. L'instructeur dit à Fan que s'il veut sauver ses amis, il devra lui donner la source sacrée. Les amis de Fan essaient de se défendre mais sont facilement vaincus par les bêtes sombres.
À cause de cela, Fan sort la source sacrée de sa poche pour la remettre à l'instructeur. La source sacrée est dans une petite bouteille. Fan marche, il choisit de boire la source sacrée de la bouteille. Cette action choque tout le monde. Fan dit à l'instructeur que s'il veut la source sacrée, il devra le tuer d'abord. Il utilise ensuite une attaque, tonnerre rugissant, qui lance un énorme éclair et il l'utilise pour neutraliser brièvement l'archiloupe. Les autres étudiants essaient d'aider Fan en distrayant les autres monstres, et leur plan fonctionne. Mo utilise une autre compétence, sifflement de crémation de feu, qui crée une énorme boule de feu pour détruire les bêtes noires. Cela les brûlera jusqu'à ce qu'elles meurent. Une autre étudiante, Jomin, a ajouté son niveau de compétence, ce qui a augmenté l'intensité. Pendant que tout cela se passait, un Archwolf a sauté derrière Jomin. Il a lancé une attaque de vent qui l'a frappé à la tête. Fan est choqué de voir la bête revenir en si peu de temps. La bête poursuit Fan, tirant à plusieurs reprises, lançant des attaques de vent sur lui. Alors que cela se passait sur le champ de bataille, un autre instructeur a réussi à se faufiler jusqu'à l'endroit où se trouvait l'instructeur maléfique. Le nom de l'instructeur maléfique était Bai Yang. Cet instructeur est encore sous le choc du fait que Yang est maléfique, mais il se ressaisit. Alors que Yang est distrait par Fan, l'instructeur utilise une attaque aveuglante pour bloquer sa vue, puis Fan profite de l'occasion pour lancer une autre attaque de tonnerre rugissant sur l'Archwolf. Yang fait apparaître une autre bête sombre, mais le professeur essaie d'utiliser sa compétence, Radiance aveuglante, pour tenter de purifier la bête sombre, mais cela ne fonctionne pas. Yang rit de son ignorance, mais à cause de cela, il n'est pas capable de se protéger de l'attaque de l'épée de glace noire d'un des étudiants. L'attaque inflige des dégâts massifs à Yang. Il le tue instantanément. La bataille est terminée, mais personne ne célèbre pendant que Xiao continue de pleurer en tenant Heiyu. Après la bataille de l'épisode précédent, Fan se sent fatigué. Il chancelle, mais ses camarades l'aident à se tenir debout. Fan leur dit qu'il va bien. Une brume bleue s'élève des bêtes sombres, et le professeur explique à ses élèves que c'est parce qu'une fois que leur propriétaire meurt, les bêtes meurent aussi. Fan essaie de réconforter Xiao alors qu'il pleure, mais Xiao lui dit qu'il veut être plus capable pour pouvoir défendre les autres comme le fait Fan. Alors qu'il parle, des soldats arrivent immédiatement d'en haut et disent aux étudiants qu'ils sont heureux de les trouver. La coïncidence ne plaît pas aux étudiants, ils trouvent cela trop suspect car lorsque le soldat arrive immédiatement, le danger a disparu. Leur instructeur leur dit de ne pas trop réfléchir. Puis il parle à l'un des soldats, Zhuo-e. Zhuo voit le corps de Heiyu et s'exclame que lui et ses soldats sont arrivés trop tard. Les soldats remarquent Yang à l'arrière et sont en alerte, mais les étudiants expliquent comment Yang les a attaqués. Fan dit aux soldats que Yang est un traître qui fait partie de la Curie Noire. Zhuo-e accepte leur explication, il dit à tout le monde de retourner à la barrière protectrice, sauf à quelques soldats qu'il veut pour inspecter les flaques noires laissées par les bêtes sombres de Yang. Il dit à ses soldats que les flaques noires et le corps de Yang seront ramenés pour enquêter sur la trahison de Yang. Il estime qu'il est important de ne pas perdre de temps à leur emplacement actuel et ses soldats sont d'accord. Les étudiants sont conduits par les soldats et Yang vers la barrière de protection. Dans une autre ville, la cité a été envahie par différents Arklous. Les Arklous mangent des corps, tuent des gens, puis au-dessus d'eux, au sommet d'une tour, il y en a un qui semble beaucoup plus menaçant. Au sol, dans la ville, un groupe de soldats se cache. Ils se demandent pourquoi ils doivent se rendre à la source sacrée. Leur chef voit les groupes d'Archwolves. À part les typiques, il y a beaucoup de loups à face d'épine qui sont plus grands que les Archlous typiques, et ils sont aussi blancs. Cependant, le pire, ce sont les loups démons à un œil qui continuent de s'approcher du Terralocus. Le chef ne sait pas quoi faire, car peu importe combien d'hommes ils envoient, ils ne pourront pas vaincre ce grand nombre de Archwolves. Les soldats s'inquiètent de savoir d'où viennent les loups démons à un œil. Ils se demandent si c'est de la magie spatiale, mais le chef doute que la Curie Noire ait pu apprendre cela. En ce moment, de nombreuses créatures entourent le Terralocus, donc l'un des soldats dit qu'il devrait retourner à la barrière protectrice parce que les soldats ne pourront pas s'en approcher davantage. Il dit au chef qu'il devrait partir immédiatement pour signaler la situation, cependant, avant qu'il ne puisse faire un pas, le Terralocus les remarque. Il rugit, puis tire une énorme décharge sur les soldats. Les soldats meurent tous instantanément de la décharge, leur corps sans vie jonge le sol. De l'autre côté du pays, un groupe d'étudiants est heureux lorsqu'il apprend que la barrière protectrice est toujours en place. Ils poursuivent leur voyage. En arrivant là-bas, ils voient différentes personnes être soignées, mais au moins les gens sont en sécurité. Sur une tour à l'intérieur de la barrière protectrice, l'enquête sur le corps de Yang a été menée et il a été prouvé qu'il est effectivement un commerçant. Le médecin annonce cette nouvelle au chef et il est déconcerté. Il appelle Mo Fan et le remercie d'avoir sauvé les gens qu'il a pu. Fan est content, mais il se sent agacé parce que Yang, un membre des soldats du chef, a tué ses amis. Le chef essaie de parler, mais Fan est agacé. Il détaille comment quelques-uns de ses amis sont morts à cause de Yang, mais le chef lui dit qu'il n'en avait aucune idée.
Il est même choqué d'apprendre la trahison de Yang. Il s'excuse auprès de Fan et lui dit ensuite que ses amis étaient tous capables et qu'ils ne méritaient pas une telle mort. Il dit à Fan qu'il est fier d'être leur instructeur en chef, puis Fan dit au leader qu'il a bu la source sacrée. Le leader ne trouve pas cela drôle. Il tient la bouche de Fan pour essayer d'en extraire la source. Ces hommes essaient de le calmer tandis que Fan explique au leader qu'il a dû le boire, sinon cela aurait pu tomber entre de mauvaises mains. Après un moment, le leader se calme. Il dit à Fan que la source sacrée devrait disparaître. Elle a apporté plus de mal que de bien à la ville de Bo. Fan demande ce qu'il devrait faire puisque de nombreuses autres personnes sont encore coincées dans la ville. Il pense qu'ils seront bientôt découverts et tués par les différentes bêtes qui s'y trouvent. Le chef dit à Fan que de nombreuses troupes ont été envoyées dans la ville et que plus d'1 millier de loups démons à un œil ont été tués, mais d'autres continuent d'apparaître. Ils ne savent pas comment ni pourquoi les loups continuent d'apparaître, mais la seule option qu'ils ont est de tuer le chef, le Terralocus. En entendant cela, Fan est surpris. Il demande si le chef est confiant pour affronter le Terralocus, mais un des soldats lui dit que leur chef est un mage de niveau 3. Il est le seul capable de combattre le Terralocus à Bo City. Le chef dit au soldat qu'il a 50% de chance de gagner, mais s'ils ne parviennent pas à se débarrasser des autres loups autour du Terralocus, il n'y aura aucun espoir de victoire. En entendant cela, Fan a l'impression qu'ils vont être tués, mais le chef lui dit que même si c'est juste une petite chance, ils doivent le faire parce qu'il ne permettra pas aux monstres de se promener librement dans une ville qu'ils protègent. Il dit à Fan qu'il est heureux qu'il soit sauvé, il a un potentiel énorme. Le chef dit à Fan de rester en sécurité dans la barrière protectrice avec ses amis, puis il donne des instructions à ses troupes. Tous sont déployés pour retourner à Bo City afin de tuer le Terralocus de niveau commandant. C'est le seul moyen de sauver la ville. Il leur dit qu'ils sont les mages les plus puissants de la ville qui ont combattu à ses côtés pendant de nombreuses années, et que soit ils meurent tous, soit le Terralocus meurt. Le chef dit aux soldats que peu importe à quel point le Terralocus est puissant, puisqu'il a choisi d'attaquer leur ville, ils vont le tuer. Il motive ses soldats avec ses paroles, et ils sont prêts à tuer la créature. Le chef enlève son manteau pour dévoiler ses ailes blanches, puis il commence à s'envoler. Ses soldats sautent sur des oiseaux géants pour le suivre immédiatement. Mo Fan les regarde s'éloigner. De loin, Xian Hu observe les soldats voler vers la ville de Bo. Pour la dernière fois, il couvre Fei Yu. Il pense en lui-même, il dit qu'il la rendra fière en devenant un puissant mage militaire pour aider la ville et sauver des milliers de filles comme elle. Dans la ville de Bo, un homme se déplace à la recherche de son fils. Il le voit sous le cadavre d'un monstre, mais il est mort. L'homme pleure lorsqu'un autre monstre surgit par derrière. Le monstre est comme un rat gigantesque, et il poursuit l'homme jusqu'à une impasse. L'homme se penche de peur alors que le monstre le tue. Pendant que cela se passait, en haut de la tour dans la barrière protectrice, Ning Xue se précipite vers le sommet pour rencontrer Fan. Elle est contente qu'il soit en sécurité, mais son père est juste derrière elle. Il voit Fan et se demande pourquoi sa fille voit ce garçon qu'il décrit comme un vaurien. Mu dit à Fan qu'il a ignoré les autres étudiants et ne s'est sauvé que lui-même, mais cela met Fan en colère. Il se défend et dit ensuite à Mu que les riches comme lui pourraient en faire plus, mais qu'il est juste là à ne rien faire. Alors que Fan parle, Ning Xue l'interrompt. Elle lui demande de ne pas critiquer son père. Fan siffle et s'éloigne, leur disant qu'il a des choses plus importantes à faire. Le père de Mo Fan, qui a été attaqué par un monstre ressemblant à un rat dans le dernier épisode, n'est pas mort, mais a été sauvé par une mage. Elle demande pour être certaine de qui est l'homme, et quand il le lui dit, elle est heureuse de lui avoir sauvé la vie. Le père de Mo Fan s'évanouit dans ses bras d'épuisement alors que des créatures l'entourent. Dans la barrière de protection, Fan entre dans la salle des données pour leur demander de rechercher sa famille. La dame à l'intérieur cherche sa localisation, mais ne trouve rien. Alors que Fan continue de chercher, un soldat entre dans la pièce. Il est surpris de voir un étudiant, mais la soldate lui dit que c'est bon parce que c'est Mo Fan. Selon les informations reçues des soldats, il découvre que les créatures ont utilisé des moyens souterrains pour contourner les barrières mises en place par la ville. Maintenant, la chose essentielle à faire est de trouver le tunnel et de détruire immédiatement leurs canaux de reproduction. Alors qu'il parle, Fan se souvient que le premier endroit où les rats borgnes ont été aperçus était la cafétéria de l'école où se trouve Xingxia. Il se souvient également qu'un des étudiants a disparu sans laisser de traces dans l'école. Fan dit aux soldats qu'il a une piste sur l'emplacement des canaux de ponte. Il mentionne ensuite l'équipe des chasseurs de la ville. Les soldats sont perplexes. Fan explique qu'il y avait des signes des monstres depuis un moment, le plus évident étant les rats géants à un œil. La soldate semble comprendre. Elle dit que les rats géants ont une bonne capacité à creuser, donc ils devraient être les coupables des canaux de ponte. Jin pense que les dossiers de l'équipe des City Hunters, CHT, qui montrent le mouvement des rats géants, leur donneront un indice sur l'emplacement de leurs canaux de ponte.
Ils contactent l'équipe des City Hunters et leurs membres viennent immédiatement dans la salle. L'équipe des City Hunters arrive et demande ensuite ce que Fan pense être la cause de l'invasion massive de monstres. Ils disent à Fan qu'ils étaient avec lui pour la plupart des missions, mais n'ont trouvé aucune piste. Les soldats sont surpris d'apprendre que Fan est membre de l'équipe des City Hunters. Fan dit aux soldats qu'il a rejoint l'équipe des City Hunters pour devenir plus fort après avoir réalisé sa faiblesse lors de l'entraînement pratique en extérieur de l'école. Le soldat lui dit que c'est incroyable. Ensuite, Fan demande les archives de toutes les activités des rats géants à un œil. L'autre membre trouve cela absurde car c'est un énorme projet de tunnel qui aurait dû relier la ville aux montagnes frontalières. Il dit à Fan que cela doit être quelque chose qui a été planifié pendant de nombreuses années. Un soldat interpelle Xiao Kai, le membre féminin du CHT qui gère la base de données. Le soldat lui demande si elle a pu trouver les informations dont ils ont besoin. Elle a réussi à suivre les emplacements communs des rats. Ensuite, ils ont découvert que la zone concentrée est le district de Mingwen. Si l'idée de Fan est correcte, c'est là que les canaux de ponte seront trouvés au lycée de filles Mingwen. Le soldat masculin instruit tout le monde dans la salle qu'ils seront déployés pour aller trouver les lieux de ponte. À partir de maintenant, il veut que les soldats et CHT travaillent main dans la main pour résoudre cela. Puis, la réunion se termine. Fan sort et s'inquiète pour sa famille. Il est inquiet quand il pense qu'il pourrait ne pas être à l'intérieur de la barrière protectrice. Alors qu'il réfléchit à distance, quelqu'un l'appelle. Fan se tourne pour voir son père, puis il se précipite pour le serrer dans ses bras. Il est heureux que son père soit maintenant en sécurité. Pendant qu'ils s'embrassent, deux collègues de Fan, Li Wen et Fei Shi, lui disent qu'ils ont trouvé son père et Lin Yushin en chemin vers la zone de sécurité. Fan les remercie et demande ensuite où se trouve Yushin. Ils lui disent avec hésitation qu'elle s'est sacrifiée pour sauver son père et qu'elle a arrêté tous les monstres lors de l'attaque. Fan informe son père du récent développement concernant l'emplacement des tunnels d'apparition. Son père commence à pleurer de manière incontrôlable parce que la sœur de Fan, Xinxia, fréquente le lycée Mingwen pour filles, donc il craint qu'elle ne soit morte en ce moment. Xinxia est faible et ses jambes sont gênantes à cause de cela. Il pense qu'elle ne pourra pas s'échapper. Fan garde encore un peu d'espoir qu'elle soit en sécurité quelque part à proximité de l'école. Le lendemain, les soldats et CHT se préparent pour leur voyage quand Fan se précipite. Il leur dit qu'il doit aussi faire ce voyage pour sauver sa petite sœur. Les camarades de classe de Fan et son père essaient de le dissuader, mais sa décision est prise. Le père de Fan pleure, mais il ne peut pas arrêter son fils qui monte dans le camion avec les autres membres de l'unité spéciale. Il s'éloigne, tandis que les camarades de classe de Fan regardent derrière eux. Dans la ville, les rats sortent encore des tunnels. Semblant massif et effrayant. Ils sont bleus avec un œil. Dans une autre partie de la ville, dans un centre commercial pour être précis, un groupe de personnes se cache des monstres. Xinxia en fait partie, assise dans son fauteuil roulant, restant calme face à la situation. Alors qu'elle est assise, son camarade de classe lui donne une bouteille d'eau à boire. Les personnes sur place portent des armes et essaient de se préparer à aller combattre les monstres. Mais une femme leur dit qu'ils seront morts s'ils sortent de la zone. Un plombier parmi eux leur dit qu'il sait comment traverser les tunnels souterrains, alors ils devraient essayer de passer par là. Les autres sont d'accord et tous se précipitent pour partir, mais ils sont rappelés par la camarade de classe de Xixin. Elle leur fait appel et rappelle aux gens que Xixin ne peut pas marcher. Elle demande si l'un d'eux va l'aider, mais aucune des autres personnes ne veut l'assister. Il laisse Xixin et se précipite dehors, ce qui blesse sa camarade de classe qui essaie de porter Xixin. Xixin refuse son aide, la remercie, mais lui dit de partir sinon elles mourront toutes les deux. Xixin demande une faveur à sa camarade. Elle lui tend un bracelet et lui dit de le remettre à son frère Mofan. Elle est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour elle toutes ces années. Elle dit à sa camarade de partir vite et la fille s'enfuit en pleurant. Xixin essaie de prendre des armes dans la salle de stockage pour se protéger. Elle voit des couteaux dans les cartons et se rappelle ensuite que tout le monde a le droit de vivre. À l'extérieur, le CHT et les soldats sont dans une voiture. Le conducteur dit aux soldats que la voiture avance à une vitesse que les monstres ne pourront pas atteindre. L'officier Cheng, le chef des soldats, dit à l'équipe que c'est à eux de défendre la ville. Le conducteur dit à l'officier Chung de ne pas s'inquiéter car il peut compter sur le CHT, ils sont prêts à mourir avec les monstres. Le conducteur plaisante en disant que même s'il doit utiliser son corps pour sceller le passage, il est prêt à le faire. Les autres membres de l'équipe sont d'accord à l'unisson. Ils sont prêts à tout donner pour assurer le succès de cette mission. Pendant qu'ils discutent, Fan regarde par les fenêtres de la voiture vers l'extérieur. Le paysage est désolé, rempli de cadavres et de bâtiments effondrés. Fan pense à sa sœur et à la peur qu'elle ressentira, mais il lui fait une promesse. Il dit « Attends-moi, je viendrai te sauver ». L'équipe discute de ce qu'elle va faire. Ils ne veulent pas foncer tête baissée car s'ils sont attrapés par trop de monstres, ils mourront. D'abord, un membre du CHT part en éclaireur. Il utilise son pouvoir marche du vent pour scanner l'environnement, mais malheureusement, les rats géants le repèrent. Alors qu'il s'approche,
il utilise Windtrack pour instantanément exploser les monstres devant lui. Il marche lentement et tout en explorant l'environnement, il rencontre de nouveaux rats. Mais Chung utilise ses pouvoirs pour les geler et les tuer instantanément. La vitesse surprend Fan, qui apprend le classement de 2e classe de Chung en tant que mage. Un membre du CHT dit à Fan que Chung a utilisé un sort pour geler les rats afin qu'ils n'alertent pas les autres, puis un autre pour les détruire efficacement. L'homme dit à Fan qu'il a même plus de potentiel que tous. Fan est d'accord, mais sent que quelque chose l'empêche de l'atteindre. Alors qu'ils continuent à marcher, l'équipe entend des cris semblables à ceux d'un humain demandant de l'aide. Mais Chung leur dit de les ignorer. Fan se demande pourquoi ils devraient ignorer une personne dans le besoin. Mais Chung lui rappelle que la mission passe en premier. Ils doivent fermer les tunnels. Chung dit même à Fan que même s'il voit un membre de sa famille en danger, personne ne s'en mêlera. Le membre du CHT, avec la capacité de vent, revient et dit aux autres que tous les monstres de vent ont été éliminés. L'équipe continue son voyage en marchant. Ils rencontrent un homme qui a été battu, il court puis tombe. Ils cherchent des signes de bataille, mais n'en voient aucun. Ils en déduisent que l'homme a dû essayer de s'échapper par les tunnels, mais c'est là que se trouve le nid, donc ils marchent en enfer. Ils poursuivent leur chemin lorsque Fan remarque le bracelet qu'il a acheté pour sa sœur au bras de quelqu'un. Il se remémore immédiatement le moment où il l'a acheté pour elle. Fan court vérifier la personne et est soulagé de voir que ce n'est pas sa sœur, mais le cadavre de son ami de l'école. Il retire le bracelet de ses bras, un membre de l'équipe dit à Fan qu'un autre corps découvert portait l'uniforme du Ming-Wen Supermart, donc c'est probablement là que se trouve sa sœur. Le membre soupçonne que les cadavres sont ceux de personnes qui sont passées par les égouts depuis le supermarché. Ils ont probablement été tués par les rats alors qu'ils essayaient de sortir des égouts. Fan se sépare d'eux et leur souhaite bonne chance alors qu'ils courent pour aller sauver sa sœur. Au supermarché, Xiexin se cache d'un groupe de rats qui ont envahi le centre commercial. Elle se cache pendant qu'ils cherchent et mangent. L'un d'eux s'approche d'elle, mais elle parvient à s'échapper dans un espace clos sans être remarquée. Mais son fauteuil roulant est détruit alors qu'elle essaie de s'échapper. Elle est maintenant coincée sans nulle part où aller. Au sommet de la ville, témoin des horreurs qui se déroulent, se trouvent 2 membres de la Curie Noire. L'un se plaint de l'ennui, demandant pourquoi leur chef les a envoyés faire de la surveillance. L'un dit qu'il est excité de voir la rivière de sang qui viendra de la ville. Il voit un mage de la foudre se battre, le plus petit des deux veut aller le combattre. Mais le plus grand avec un masque lui ordonne de rester en arrière parce qu'il a un compte personnel à régler. Le plus petit lui dit de ne pas perdre trop de temps. La scène change et maintenant c'est Mofan. Il combat des bêtes sombres et essaie d'éviter leurs attaques. Il se rend au supermarché où il rencontre le 2e membre de la Curie Noire. L'homme lui demande s'il le reconnaît, puis enlève le masque. Mofan est surpris de voir le visage derrière le masque. C'est Yuang, mais le côté droit de son visage est gravement brûlé et une partie de ses lèvres manque aussi. Il dit à Fan que c'est à cause de lui que son visage est devenu ainsi. Yuang raconte son mauvais passé et comment Fan a ruiné sa meilleure chance d'être reconnu par l'ordre. Il blâme Fan pour l'état de son visage, puis dit à Fan que même s'il ne le reconnaît pas, il saura toujours qui est Fan, même s'il le réduit en cendres. Fan demande à Yuang s'il fait également partie de l'Ordre Noir, mais Yuang ne lui répond pas. Il se plaint qu'il n'est qu'à un pas d'être promu à l'UHS, et il dit à Fan qu'il se vengera en lui arrachant la chair. Fan sourit, puis dit à Yuang qu'il n'est pas à la hauteur. Yuang dit à Fan qu'il n'est pas le seul à avoir un atout. Yuang invoque alors 10 bêtes sombres. Le nombre de bêtes sombres fait hésiter Fan, et il recule pour calculer tandis que Yuang rit. Fan prend la fuite, mais il est poursuivi par les bêtes sombres. Il utilise la compétence enflammée, des flammes éclatent pour les attaquer, mais cela ne fonctionne pas. Fan court chercher sa sœur, mais les monstres continuent de le poursuivre. Alors qu'il se bat, Yuang reçoit un appel de l'autre membre. Il lui dit qu'ils ont reçu l'ordre des supérieurs d'aller au lycée de filles Ming-Wen pour arrêter les militaires. Yuang part à contre-cœur. Fan est entouré, mais il déverrouille une porte derrière lui pour échapper aux bêtes. Il regarde les caméras derrière lui dans la pièce, puis il remarque l'emplacement de sa sœur. Xiexin East, toujours coincé et effrayé par les monstres. Fan essaie de réfléchir à ce qu'il doit faire. Il est entouré de bêtes sombres qui martèlent la porte, tandis que sa sœur est coincée. Il se souvient que les rats ont une mauvaise vue. La plupart du temps, ils utilisent leurs yeux pour détecter les activités thermiques. C'est la raison pour laquelle Xinxia est entrée dans le réfrigérateur. Elle essaie de survivre. Xinxia sort de l'ascenseur à cause du froid, tandis que les monstres continuent de frapper la porte pour atteindre Fan. Fan dit qu'il doit dépasser ses limites pour devenir assez fort pour protéger sa sœur. Il utilise ses pouvoirs pour évoluer de poussière d'étoile à nébuleuse. Immédiatement, il devient plus fort. Maintenant, un champ de feu le recouvre. Il tire une décharge qui détruit les monstres. Un rat trouve Xinxia et se jette sur elle, mais elle le poignarde dans l'œil. Les autres arrivent et se régalent du monstre. Xinxia essaie de s'échapper, mais les monstres la trouvent. Elle a peur.
Immédiatement, les rats sont brûlés et ensuite, Fan prend sa petite sœur dans ses bras. Il est heureux qu'elle soit encore en vie. Elle lui dit qu'elle a peur de ne plus jamais le revoir. Fan lui tend le bracelet, puis lui demande si elle se souvient de ses mots exacts quand il le lui a donné. Elle rit puis dit « Les mots qu'il lui a dit autrefois, ce bracelet représente la place unique que tu as dans mon cœur. » Fan dit à sa sœur que peu importe ce qui arrive, il la retrouvera toujours. Puis il porte sa sœur hors du magasin. Alors que Fan marche, tous les archilous s'éloignent de lui. Ils ont peur que s'il s'approche, il les éliminera immédiatement. Shinji demande à Fan s'il est maintenant un mage de niveau carte stellaire. Ce à quoi il répond que seul son feu est de niveau carte stellaire à ce stade. À ce niveau, tous les monstres de bas niveau léviteront, mais pas les plus puissants. Fan emmène sa sœur à une chaise pour qu'elle puisse se reposer. Shinji raconte à Fan le jour où quelqu'un a disparu dans son école. Elle lui dit qu'elle ne pense pas que ce sont des monstres qui ont kidnappé la fille. Elle croit plutôt que c'était un homme étrange aperçu ce même jour. Cet homme était gris, sentait la pourriture. Elle a dit qu'elle avait aussi remarqué cette même odeur dans le centre commercial. Fan comprend qu'il s'agit de la curry noire. Il se sent mal parce qu'il pense que la fille a été secrètement tuée parce qu'elle a découvert l'entrée des tunnels. Xinxie dit à Fan qu'elle croit que le groupe de la curry noire a envoyé des gens pour enquêter sur les tunnels. Cela inquiète Fan, puis il réfléchit à ce qu'il doit faire. Tout d'abord, il veut envoyer sa sœur à travers la barrière protectrice. Xinxie remarque que Fan est blessée, alors elle le soigne. Fan, excité, prend sa sœur dans ses bras et lui dit qu'elle est la première mage guérisseuse de la ville de Bo. Il parvient à bien l'installer sur un vélo. Fan dit à sa sœur que de nombreuses personnes à l'intérieur de cette barrière protectrice auront besoin de son aide parce que sa compétence en magie de guérison dépasse de loin la plupart des médicaments. Fan demande à sa sœur si elle peut guérir quelqu'un dont le cou a été profondément entaillé, et elle répond qu'elle peut aider mais seulement dans une situation où la personne ne meurt pas de la coupure. Fan comprend et se rappelle qu'aucune magie n'est parfaite. Fan demande à Xinxie si elle a vu des trous étranges dans son école. Xinxie dit à Fan qu'en essayant de s'échapper de l'école, elle a vu un trou énorme au milieu du terrain. Xinxie demande à Fan ce qu'il compte faire maintenant. Ensuite, il explique que Bo City est sa maison. Il a essayé d'apprendre la magie parce qu'il voulait réussir et il avait des projets pour construire une bonne vie pour elle et son père. Mais maintenant, la ville a été détruite. Fan jette un autre regard sur la ville, qui a été réduite en ruine par les monstres. Cela l'enrage, mais il veut seulement protéger sa sœur et son père. Il dit à sa sœur qu'il veut protéger la ville en détruisant les entrées des monstres, et elle lui ferme la bouche pour dire à Fan qu'elle veut l'aider. Le CIHT et les soldats se précipitent vers l'entrée. En arrivant là-bas, ils voient un énorme trou. Le trou est au centre d'une école et des rats géants en émergent. Cheng dit immédiatement aux soldats qu'ils doivent sceller le trou immédiatement car il n'y a pas besoin de renfort. Ils utilisent leur pouvoir pour sceller le trou, mais les monstres le rouvrent. Chung crie qu'ils doivent continuer à essayer de toute leur force de repousser les monstres chez eux. L'équipe avait différentes attaques allant de la terre au feu, à l'eau et à la glace contre ces monstres, mais en vain. Au loin, les deux membres de Black Marie regardent la situation près du trou. Ils voient l'équipe. Les deux membres de Black Marie sautent du bâtiment sur lequel ils se tiennent pour aller tuer les soldats. De l'autre côté de la ville, Fan et sa sœur traversent la ville sans problème car les monstres de bas niveau l'évitent. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne rencontrent un loup épineux. Il est plus grand, plus méchant et plus coriace. Fan fait immédiatement demi-tour et accélère la moto pour échapper au loup épineux, mais le plan ne fonctionne pas. Le loup se dresse sur ses pattes arrière et commence à poursuivre la moto. Fan tourne à un coin et se cache avant que le loup ne le voie. Xiaxin dit à Fan que le monstre est vraiment effrayant et Fan est d'accord. Ils essaient tous les deux de reprendre leur souffle. Fan dit à Xiaxin qu'il ne sait pas comment il pourra vaincre le loup épineux. Xiaxin raconte son épreuve à Fan, le remerciant pour son aide jusqu'à présent, même pour avoir créé un chemin sûr pour les gens de son école. Xiaxin dit qu'elle a toujours été quelqu'un qui se cachait. Fan comprend ce qu'elle ressent quand elle est seule et faible. Xinxie demande si les autres vont bien et que certaines personnes ont vraiment eu de la malchance. Puis Fan lui explique que beaucoup de gens sont morts dans leur cercle. Sur le site de la fosse, les soldats continuent d'utiliser différentes attaques sur le grand nombre de monstres. Alors qu'ils continuent d'essayer, des membres de la Curie Noire les interceptent. L'un d'eux dit aux soldats qu'ils devraient fuir immédiatement. Ils sont trop faibles pour vaincre les monstres eux-mêmes. Yu Hang révèle son visage que Chong reconnaît instantanément. Il est choqué de voir ce que Yu Hang est devenu. Yu Hang et les autres membres essaient d'attaquer les soldats, mais les soldats utilisent leur capacité et leur intelligence pour se débarrasser d'eux. De l'autre côté de la ville, les meilleurs mages sont enfin arrivés à Bo City. Le Trollocuzo remarque leur présence, se rend à l'arrière du reste des loups et leur ordonne d'attaquer les mages. Le nombre de loups se compte par milliers. Le chef des mages veut se battre,
mais il est arrêté par l'un de ses hommes. Il lui demande de préserver son énergie pour le boss final. Ils vont créer une ouverture pour qu'il puisse combattre le Trollocuzzo en 1 contre 1. Le chef traverse la horde tandis que chacun de ses hommes utilise ses pouvoirs pour détruire les loups épineux. Un par un, ils perdent la vie pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le Trollocuzzo. Le chef hurle de douleur. Il s'envole et il le suit, il tire un rayon sur lui, mais cela n'ébranle pas le chef. Le chef s'envole et utilise ensuite la magie du zodiaque, enterrement céleste, une compétence qui fait tomber une grêle de feu. Le monstre essaie d'utiliser ses ailes pour se protéger, puis le chef fonce sur le monstre pour lui porter un coup terrible. Fan et Xinzi assistent à cette bataille de loin. Ils s'émerveillent du niveau de puissance que possède le leader. Puis, ils se précipitent vers le site du trou. Lorsqu'ils arrivent au trou, ils voient qu'un loup épineux bloque le chemin de l'équipe de soldats. Le loup est fort et avance lentement vers les membres pour les tuer. Alors que l'équipe craint le pire, ils sont sauvés par Fan. Il utilise sa colère et sa nouvelle force pour lancer une attaque massive sur le monstre. L'attaque fonctionne et elle repousse le monstre dans le trou. Le trou est également recouvert. Une fois le trou bouché, le ciel devient clair. Tout le monde se demande si c'est la fin.